Mes parents m'ont donné 6 vieilles, maison délabrée et à ma sœur un appartement flambant neuf. Quand ma mère a vu ce que j'avais construit, elle a dit, nous reprenons cette maison. Elle appartient maintenant à ta sœur. Tu as 48 heures. Mon nom est Lily Whitmore, et je me souviens encore du moment exact où j'ai cessé d'être la fille qu'il prétendait aimer également. Je me tenais de l'autre côté de la rue à 2 heures du matin, regardant les flammes dévorer une maison que je n'avais pas construite, mais dont je me sentais en quelque sorte responsable. Ma sœur Margot était sur le trottoir, sanglotant dans son téléphone, son mascara coulant en rivière noire sur son visage. Les sirènes hurlaient, les voisins se rassemblaient en peignoir. Et moi, je restais là, immobile, murmurant à personne en particulier, peut-être que grand-mère savait que ça arriverait depuis le début. Je n'ai pas allumé cet incendie, mais je ne l'ai pas arrêté non plus. Et si vous m'aviez demandé à ce moment-là si je me sentais coupable, honnêtement, je n'aurais pas pu vous le dire. Mais je m'avance trop vite. Laissez-moi vous ramener au début, 18 mois plus tôt, ce qui aurait dû être l'un des plus beaux jours de ma vie. L'arrière-cour de la maison de mes parents en banlieue ressemblait à une page de magazine. Des tentes blanches flottaient au gré de la brise de juin. Des guirlandes lumineuses se croisaient au-dessus, bien qu'il ne soit que 15 heures, et il y avait plus de fleurs que je n'en avais vues en dehors d'un enterrement. Tout était parfaitement coordonné. Les serviettes correspondaient aux nappes. Les nappes correspondaient aux housses de chaises. Et tout cela criait une seule chose, nous avons notre vie en main, même si personne sous ces tentes ne l'avait réellement. C'était une fête de remise des diplômes pour ma sœur Margot et moi. Elle a 2 ans de plus que moi, pas jumelles comme les gens l'imaginent parfois quand ils nous voient ensemble. Nous avons toutes les deux les mêmes cheveux foncés, les mêmes yeux verts du côté de notre mère, mais c'est là que les similitudes s'arrêtent. Margot est le centre d'attention. Toujours. Je suis plus comme la machiniste qui s'assure que le projecteur fonctionne. Je venais d'obtenir mon diplôme d'état en architecture, avec une moyenne de 3,9, summa cum laude. Margot avait obtenu son diplôme 2 ans plus tôt en marketing avec un 3,2, et elle avait passé le temps depuis à construire un nombre d'abonnés sur Instagram en publiant des photos de café esthétique et des citations motivantes qu'elle n'avait certainement pas écrites elle-même. La fête était censée nous célébrer toutes les deux, mais je sentais déjà le poids pencher dans sa direction. C'était toujours comme ça. J'étais près de la table des boissons, tenant un verre de limonade qui avait tiédi dans ma main, quand ma mère, Julia Whitmore, s'approcha de la cheminée extérieure et tapota sa fourchette contre son verre de vin. La foule de parents et d'amis de la famille se calma, se tournant vers elle avec des sourires exercés. Nous sommes incroyablement fiers de nos filles, commença maman, posant sa main sur l'épaule de Margot. Ma sœur lui sourit, absorbant l'attention comme un tournesol. Toutes deux diplômées de l'université avec mention. Ce n'est pas rien dans cette famille. Je me redressai légèrement, essayant d'ignorer le fait qu'elle avait dit, avec mention, alors que Margot avait à peine réussi, mais c'était typique, tordre la vérité pour s'assurer que Margot ne se sente jamais moins que parfaite. Votre père et moi voulions faire quelque chose de spécial pour célébrer, continua maman, sa voix prenant ce ton sucré qu'elle utilisait quand elle était sur le point de faire une grande annonce. Quelque chose de significatif alors que vous commencez toutes les deux ce nouveau chapitre. C'est là que je l'ai entendu. Le bruit de quelque chose de lourd posé sur la table de patio. Pas une boîte à bijoux, quelque chose de plus grand. Mon père, Leonardo Whitmore, s'avança, tenant une élégante clé de voiture blanche attachée à un porte-clés en or rose. Il la leva pour que tout le monde puisse la voir, et le soleil attrapa le métal juste comme il fallait, le faisant briller. Margot, dit-il, sa voix chaude d'une manière qu'elle n'était jamais tout à fait quand il me parlait. Ton nouvel appartement du centre-ville t'attend. 26e étage, vue sur la skyline, entièrement meublé. La réaction fut immédiate. Des halètements, des applaudissements. L'attente de quelqu'un poussa un véritable cri. Les mains de Margot volèrent à sa bouche dans ce que je ne peux décrire que comme une performance de surprise. Elle savait clairement que cela allait arriver. « Oh mon Dieu, tu es sérieux ?» cria-t-elle, se précipitant et jetant ses bras autour de nos deux parents. « Celui près de la promenade le long de la rivière ?»« Bien sûr, ma chérie, » dit maman, embrassant le sommet de sa tête. « Tu mérites quelque chose d'inspirant pour commencer ton avenir. » Des appareils photos sortirent. Des téléphones furent levés. Notre tante Danielle filmait déjà pour son Facebook, narrant en temps réel, Leonardo et Julia sont juste les parents les plus généreux. Je restais là, figé,
ma limonade devenant de plus en plus chaude à chaque seconde, et puis tout le monde sembla se souvenir en même temps que j'existais aussi. La foule se tourna. Le sourire de mon père faiblit légèrement, et il plongea la main dans la poche de sa veste. Pendant une seconde, j'ai pensé que peut-être, juste peut-être, il sortirait une autre clé de voiture. Quelque chose de plus petit, bien sûr, mais quand même quelque chose qui disait, toi aussi, tu comptes. Au lieu de cela, il lança quelque chose dans ma direction, et je dus me jeter en avant pour l'attraper. 3 clés, vieux laiton, couvertes de rouille. Elles tintaient ensemble dans ma paume comme de la petite monnaie. L'une d'elles avait une étiquette en plastique attachée, le genre que l'on trouve dans une quincaillerie. L'étiquette était fanée, écrite au stylo à billes qui s'était bavé avec le temps, 37 Coakley Avenue, remise à l'arrière, besoin de travaux. Je la fixai, puis lui, puis ma mère. Lily, dit maman, ne me regardant pas tout à fait dans les yeux. Il y a une propriété dans l'Est. Elle a besoin d'un peu de travail, mais pensée comme une toile vierge. Parfait pour une architecte, n'est-ce pas? Une toile vierge. Les mots me frappèrent comme une gifle. C'est une blague, je m'entendis dire, ma voix plus sèche que prévu. Margot a un pantouse et moi j'ai quoi? Une unité de stockage? Margot gloussa. Vraiment gloussa. Ce n'est pas si mal, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est une maison entière. Pourquoi j'ai toujours moins? La question sortit avant que je puisse l'arrêter, plus fort que je ne le voulais. Le vent se leva, faisant bruisser les serviettes décoratives sur lesquelles quelqu'un avait dépensé beaucoup trop d'argent. Personne ne répondit. Ni ma mère, ni mon père, pas même Margot, qui s'était déjà tournée vers son téléphone, probablement en train de publier des photos de son nouvel appartement pour ses 40 000 abonnés. Je vous ai posé une question. Ma voix se brisa. Je détestais ça. Détestais qu'il puisse voir que j'étais blessé. Toujours rien. Papa détourna le regard. Maman s'occupa de redresser la table des desserts. Quelques invités s'éclaircirent la gorge et trouvèrent soudain leurs chaussures très intéressantes. C'était comme si je n'étais même pas là, comme si je n'avais jamais été là. Alors, je fis la seule chose à laquelle je pus penser. Je laissai tomber les clés, les laissant claquer sur le patio en ardoise, et m'éloignai, passant devant les parents qui chuchotaient, devant l'arche de ballon, devant la table de cadeaux soigneusement arrangée. Derrière moi, j'entendis Margot rire à nouveau, léger et insouciant. Mais au fond de ma poitrine, quelque chose se tut. Pas triste, pas en colère, juste silencieux. Comme une porte que je ne savais même pas ouverte s'était finalement refermée avec fracas. Ce n'était pas un malentendu. C'était ainsi qu'il me voyait, ainsi qu'il m'avait toujours vu. Et à ce moment-là, debout au bord de la pelouse parfaitement entretenue de mes parents, je pris une décision. Je ne leur demanderai plus jamais rien. Ni amour, ni approbation, pas même une explication. Ils m'avaient donné des ruines. Très bien. Je les transformerai en quelque chose qu'ils ne pourraient jamais reprendre. 3 jours plus tard, je me tenais devant le 37 Coakley Avenue avec ma meilleure amie, Rebecca. Et laissez-moi vous dire, appeler cela une toile vierge était le mensonge le plus généreux que ma mère m'ait jamais raconté. Rebecca avait insisté pour venir avec moi. Elle était arrivée à mon appartement enfin, mon ancien appartement, car je squattais son canapé depuis la fête avec 2 cafés et ses clés de voiture. Nous allons voir ton piège mortel, avait-elle annoncé en me poussant un latte dans les mains. Et c'est moi qui conduis parce que tu es trop triste pour qu'on te fasse confiance avec la navigation. Rebecca était comme ça, un M65, 2 fois sa taille et la loyauté d'un chien de garde. Nous nous étions rencontrés en première année lorsque nous avions été jumelés pour un projet de design, et elle avait jeté un coup d'œil à mes croquis et dit, « Purée, tu es vraiment doué. On va devenir amis maintenant. » Nous étions inséparables depuis. Elle s'arrêta sur Oakley Avenue juste au moment où le soleil commençait à se coucher, et même sous l'éclairage de l'heure dorée, la maison avait l'air mauvaise. Non, mauvaise n'est pas le bon mot. Elle avait l'air abandonnée, oubliée, comme si la ville l'avait délaissée il y a des années. La boîte aux lettres était tordue, à peine accrochée à son poteau. Le numéro 37 s'était peint à la main en noir délavé, s'écaillant sur les bords. La cour avant, si l'on peut l'appeler ainsi, était plus remplie de mauvaises herbes que d'herbes, et des vignes avaient envahi le porche comme si elles essayaient de récupérer toute la structure pour la nature. Mon Dieu, dit Rebecca lentement,
fixant la voiture à travers le pare-brise. Ce n'est pas une maison. C'est un défi de l'univers. Elle n'avait pas tort. La maison était une victorienne de 2 étages, probablement construite dans les années 1920 d'après l'architecture. Les fondations étaient bonnes, ou du moins l'avaient été. Des baies vitrées, un porche enveloppant, des garnitures décoratives qui auraient été magnifiques si elles ne pourrissaient pas sur les côtés. Mais tout était de travers. Le porche s'affaissait au milieu comme une colonne vertébrale brisée. 2 des fenêtres à l'étage étaient recouvertes de contreplaqués déformés par les intempéries. La porte d'entrée avait l'air d'avoir été défoncée à un moment donné et jamais correctement réparée. Et cette odeur, même depuis la voiture, je la sentais. La moisissure, la pourriture, et autre chose que je ne pouvais pas identifier. Quelque chose de brûlé. J'ai déverrouillé le portail d'entrée avec l'une des clés rouillées. Il s'est ouvert en grinçant avec un son tout droit sorti d'un film d'horreur. D'accord, murmura Rebecca, en me saisissant le bras. Je vais le dire une fois. Si nous trouvons une poupée flippante ou une planche Ouija, je te laisse ici. D'accord, marmonnai-je, mon cœur battant la chamade alors que nous remontions le chemin de béton fissuré. La première clé ne fonctionna pas. Ni la deuxième, mais la troisième, celle avec l'étiquette fanée, finit par tourner dans la serrure avec un clic grinçant qui me fit mal aux dents. La porte s'ouvrit. L'odeur nous frappa en premier. Un air vicié, épais de poussière et d'une odeur acide. Le couloir était sombre et étroit, et le papier peint, une sorte de motif floral d'il y a des décennies, se décollait en longues bandes comme de la peau morte. Rebecca tâtonna avec la lampe de poche de son téléphone, et le faisceau coupa l'obscurité, révélant plus de dégâts. Du verre brisé mélangé à de la saleté sur le parquet. Un luminaire suspendu au plafond par ses fils, se balançant légèrement, même s'il n'y avait pas de brise. Nous nous enfonçâmes plus profondément dans la maison. La pièce du devant n'avait pas de meubles, juste une étagère effondrée dans un coin et des débris éparpillés partout. Mais c'est le mur qui me figea. Tout le côté gauche de la pièce était noirci par le feu. Cet endroit a été incendié, dit Rebecca doucement, s'approchant. Elle tapota les murs avec sa jointure, et une averse de cendres tomba comme de la neige sombre. Je ne répondis pas. J'étais trop occupé à fixer les dégâts, essayant de calculer combien il en coûterait de réparer, combien de temps, combien de moi-même je devrais verser dans cet endroit juste pour le rendre habitable. Et soudain, toute la colère que j'avais retenue depuis la fête remonta en flèche. Je m'assis là, sur le sol poussiéreux, sans me soucier que mes jeans soient sales. Il savait, dis-je, ma voix à peine un murmure. Il savait que cet endroit était comme ça. Rebecca s'accroupit à côté de moi, posant une main sur mon épaule. Ils ne m'ont pas donné une toile vierge, continuai-je, fixant le mur brûlé. Ils m'ont donné des ordures et ont appelé ça un cadeau. Lily, qu'est-ce que j'ai fait de mal, Beck? Ma voix se brisa. J'ai travaillé aussi dur que Margot, plus dur. J'ai eu de meilleures notes. Je n'ai pas fait la fête pendant mes études ni échoué à des cours. Et ça? Je montrai du doigt la destruction. C'est ce que j'obtiens. Rebecca resta silencieuse un instant. Puis elle se leva et marcha vers l'interrupteur le plus proche. Bien sûr qu'elle le fit. Elle l'alluma. Il y eut une brève étincelle, un fort claquement, puis l'ampoule du plafond vacilla 2 fois avant de s'éteindre complètement. Eh bien, dit-elle, brossant la suie de ses jeans. Du côté positif, au moins nous savons que le câblage est suffisamment vivant pour être activement dangereux. J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. C'était un tel désastre, une farce cosmique si complète que tout ce que je pouvais faire était rire jusqu'à ce que les larmes coulent sur mon visage. Quand j'ai finalement repris mon souffle, Rebecca s'est assise à côté de moi, jambes croisées sur le sol sale. Je sais que ça ressemble à une tombe, a-t-elle dit prudemment. Mais peut-être que ce n'en est pas une. Peut-être que c'est une toile vierge qui a juste oublié qu'elle était censée être quelque chose de beau. Je l'ai regardée comme si elle avait perdu la tête. Je suis sérieuse, a-t-elle continué. Regarde autour de toi, Lily. Le feu a déjà fait rage ici. La nature essaie de le manger. Ça ne peut littéralement pas empirer. Alors peut-être, et écoute-moi bien, peut-être que tu reconstruis. Non pas parce que tu leur dois quoi que ce soit, mais parce que cette fois, c'est à toi. Personne ne peut te l'enlever.
J'ai regardé autour de moi la coquille vide de la maison, les fenêtres cassées, les murs brûlés, les planchers qui étaient à la fois pourris et en bois franc d'origine. Je n'ai pas l'argent pour ça, ai-je dit. Alors on trouvera une solution. On le fait toujours. Je suis resté là un long moment, sentant le poids de la décision peser sur moi. Partir, leur donner raison en prouvant que je ne pouvais pas le gérer, ou rester, et d'une manière ou d'une autre transformer ce désastre en quelque chose qui valait la peine d'être conservé. C'est alors que je l'ai vu. Un éclat de quelque chose dans le coin de l'étagère effondrée. Je me suis traîné et j'ai sorti un petit ange en céramique. La moitié fondue et noircie par le feu, mais l'autre moitié parfaitement intacte. Ses mains étaient jointes en prière, et il y avait quelque chose d'une familiarité douloureuse. Et puis je me suis souvenu. J'avais eu un ange exactement comme celui-ci quand j'avais 7 ans. Ma grand-mère, la mère de ma mère, me l'avait acheté à un bazar d'église. J'adorais cette chose. Je l'ai gardée sur mon rebord de fenêtre pendant des années jusqu'à ce que Margot la fasse tomber pendant une de ses crises de colère. Je l'avais recollée avec du vernis à ongles et des larmes. Mais comment était-elle ici? Bec, dis-je lentement, levant l'ange. C'était le mien quand j'étais enfant. Elle le fixa. Tu penses que tes parents ont juste jeté des trucs ici? Je ne répondis pas. J'étais trop occupé à retourner l'ange dans mes mains, cherchant la fissure où je l'avais recollée toutes ces années auparavant. Et elle était là, une ligne pâle traversant la céramique, maintenue par la tentative désespérée de mon moi de 7 ans de réparer quelque chose de cassé. Peut-être que cette maison n'était pas si aléatoire après tout. Peut-être qu'elle m'avait choisi. Le lendemain matin, je me suis présenté à mon service au Brian Tenson Bookstore Café avec exactement 2 heures de sommeil et la tête pleine de questions. Brian Tenson était une de ces vieilles librairies indépendantes qui avaient en quelque sorte survécu à l'apocalypse Amazon. Ça sentait le café et le vieux papier, et le propriétaire, Thomas Bryant, la dirigeait depuis 40 ans. Il m'avait embauché à temps partiel pendant ma 3e année, et même si le salaire était à peine au-dessus du minimum, c'était l'endroit le plus paisible que je connaisse. Thomas était derrière le comptoir quand je suis entré, arrangeant des livres dans la vitrine. Il avait la fin de la soixantaine, les cheveux argentés et des lunettes de lecture perpétuellement posées sur le dessus de sa tête. « Tu as l'air terrible », a-t-il dit en guise de salutation. « Bonjour à toi aussi, Thomas. Je suis sérieux. Tu as l'air de ne pas avoir dormi depuis une semaine. » Il a fait une pause, étudiant mon visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Je n'avais pas l'intention de lui raconter, mais la façon dont il a demandé, pas curieux, juste sincèrement inquiet, a tout fait déborder. La fête, les clés, la maison sur Oakley Avenue. Quand je suis arrivé à l'adresse, Thomas est resté complètement immobile. 37 c'est Oakley, a-t-il répété. Oui. Pourquoi? Il a posé le livre qu'il tenait et m'a regardé avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. C'était la maison de ta grand-mère. Le monde a légèrement basculé. Quoi? Eleanor Whitmore. Elle y a vécu pendant des années dans les années 60. Elle adorait cet endroit plus que tout. Il a fait une pause. Ta mère ne t'a jamais dit? J'ai secoué la tête, trop stupéfaite pour parler. Thomas a soupiré et s'est appuyé contre le comptoir. Ta grand-mère et moi sommes allés au lycée ensemble, sommes restés amis au fil des ans. Elle parlait tout le temps de cette maison, de la façon dont c'était son évasion, son refuge. Quand elle a vieilli et a emménagé avec tes parents, elle a toujours dit qu'elle la laisserait à la petite fille qui comprend la beauté et les choses brisées. Ma gorge s'est serrée. Elle a dit ça? Ces mots exacts? Il m'a étudié attentivement. As-tu vérifié les registres du comté, pour voir qui en est réellement propriétaire? Je n'y avais même pas pensé. Cet après-midi-là, je me suis rendu au bureau du greffier du comté pendant ma pause déjeuner. La greffière, une femme d'une 50aine d'années à l'air fatiguée, a consulté les registres et me les a imprimés. Propriété, 37 C Oakley Avenue. Propriétaire, Eleanor Catherine Whitmore, décédée, 2021. Transfert. Aucun enregistré. Ma grand-mère était décédée il y a 3 ans et la maison était toujours à son nom. Pas de transfert à mes parents. Pas de transfert à quiconque, ce qui signifiait qu'il y avait un testament quelque part. Et mes parents ne voulaient clairement pas que je le sache. J'ai passé toute cette nuit éveillé sur le canapé de Rebecca,
fixant le plafond et pesant mes options. Partir, les laisser vendre la maison, empocher l'argent qui en découlait, et continuer à jouer à leur jeu de favoritisme pendant que je restais invisible, ou rester, emménagé dans ce piège mortel, comprendre ce que ma grand-mère voulait vraiment, et peut-être, juste peut-être, me prouver que je valais plus que les miettes qu'ils décidaient de me jeter. Au matin, j'avais pris ma décision. J'emménage, dis-je à Rebecca autour d'un café. Elle n'eut pas l'air surprise. Quand? Ce week-end. J'ai $3000 d'économie. Mes prêts étudiants ne commencent que dans 6 mois. Je peux y arriver. Et les meubles, l'électricité, les murs eux-mêmes? Je me débrouillerai au fur et à mesure. Je sortis mon téléphone et lui montrai mon application de notes où j'avais passé la moitié de la nuit à faire des calculs. Je gagne $2100 par mois au café. Si je prends des travaux de conception indépendants, peut-être 4 cents à $600 de plus. C'est suffisant pour couvrir les rénovations de base si je fais la plupart du travail moi-même. Rebecca me fixa un long moment. Puis elle sourit. Tu vas vraiment le faire? Je vais vraiment le faire. Alors j'aide. Je peux faire des croquis de design et je sais où trouver des matériaux bon marché. Nous allons rendre cette maison si belle que tes parents s'étoufferont de leurs propres regrets. Ce samedi-là, nous avons commencé par l'essentiel, le nettoyage. Nous avons loué une benne à gravats, $150 que je ne pouvais pas vraiment me permettre mais dont j'avais désespérément besoin, et avons passé 2 jours à sortir les débris. Des meubles cassés, des rideaux pourris, des sacs poubelles remplis de choses que je ne voulais pas identifier. Mais sous toutes ces ordures, nous avons trouvé quelque chose d'incroyable. Les sols, en bois franc d'origine, probablement du chêne, des années 1920. Ils étaient recouverts de décennies de crasse et endommagés par endroits, mais c'était du vrai bois. Solide, beau d'une manière que le stratifié bon marché ne pourrait jamais être. Nous gardons ça, déclara Rebecca, passant sa main sur une zone relativement propre. Je me fiche si nous devons le poncer avec une lime à ongles. C'est ce qui va se passer. Nous avons travaillé jusqu'à ce que nos dos nous fassent mal et que nos mains soient à vif. Nous avons frotté les murs, arraché de vieux papiers peints qui s'enlevaient en feuilles satisfaisantes, balayé suffisamment de poussière pour remplir une douzaine de sacs poubelles, et lentement la maison a commencé à nous montrer ce qu'elle pouvait être. C'est durant la 2e semaine de nettoyage que j'ai rencontré Gerald Thompson. J'étais en train de traîner une commode déformée vers la benne quand j'ai entendu une voix derrière moi. « C'est toi la fille qui nettoie la maison Whitmore ?» Je me suis retourné pour trouver un vieil homme debout sur le trottoir. Il avait la soixantaine, portait une salopette tachée de peinture et se penchait légèrement d'un côté comme si sa hanche lui faisait mal. « C'est moi, » ai-je dit, essuyant la sueur de mon front. Il a hoché la tête lentement, regardant la maison comme si elle lui devait de l'argent. Elle appartenait à ta grand-mère avant l'incendie. Tu la connaissais? Tout le monde dans ce quartier connaissait Eleanor. Une douce dame, mais dure comme fer. Il a changé de poids. Je m'appelle Gerald Thompson. J'habite 2 maisons plus loin. Lily Whitmore, ai-je dit, lui serrant la main ridée. Tu arranges cet endroit toute seule? Ma meilleure amie m'aide. Il a de nouveau regardé la maison, puis moi. Tu as besoin d'armoire? J'ai cligné des yeux. Quoi? J'ai refait ma cuisine l'année dernière. J'ai les vieilles armoires stockées dans mon garage. Le bois est solide, un peu éraflé, mais mieux que n'importe quelle camelote en aggloméré que tu achèterais neuve. Je les regardais, ne croyant pas tout à fait ce que j'entendais. Tu me les donnerais? Gérald haussa les épaules. Je préfère les voir utiliser que moisir. Je les apporterai demain matin. Fidèle à sa parole, il est venu le lendemain avec un pick-up rempli d'armoires en chêne. Certaines manquaient de porte, et l'une avait une odeur mystérieuse que nous avons dû neutraliser avec du vinaigre de force industriel, mais c'était du vrai bois, massif, exactement ce dont nous avions besoin. Ta grand-mère a aidé ma femme quand elle était malade, a dit Gérald pendant que nous déchargions la dernière armoire. Avant de décéder, Eleanor apportait des repas, aidait à la maison. C'est juste un retour de service. Je ne savais pas quoi dire. J'ai simplement hoché la tête, essayant de ne pas pleurer devant cet étranger qui me montrait plus de gentillesse que mes propres parents ne l'avaient jamais fait. La surprise suivante est venue de l'autre côté de la rue. Diego Rodriguez était électricien et quand il m'a vu me débattre avec le disjoncteur un après-midi, il est venu m'aider.
Il avait la trentaine, avec des yeux gentils et le calme patient de quelqu'un qui avait vu tous les désastres de bricolage imaginables. Tu sais que ce câblage date des années 50, n'est-ce pas, a-t-il dit, éclairant le panneau avec sa lampe de poche. J'avais peur de ça. Il a passé 20 minutes à examiner le système, à prendre des notes et des photos. Quand il a eu fini, son expression était grave. Je peux réparer ça, a-t-il dit. Mais tu dois faire attention jusqu'à ce que je le fasse. Ce câblage est fragile. Ne surcharge aucun circuit. Trop d'appareils sur une seule ligne et tu pourrais déclencher un incendie. Mon estomac s'est serré. Combien pour le réparer? Un recablage complet, 4500. De l'argent que je n'avais absolument pas. Diego a dû voir mon visage s'affaisser car il a ajouté, je peux le faire par section. Commencez par les choses dangereuses en premier. Répartir le coût et je te ferai le tarif voisin, 2 cents pour sécuriser le danger immédiat. Merci, ai-je réussi. Vraiment? Ta grand-mère était une bonne personne, a-t-il simplement dit. Ce quartier prend soin des siens. Cette nuit-là, Rebecca et moi nous sommes assises sur le porche, maintenant débarrassés des débris et suffisamment solides pour supporter notre poids, et avons regardé le coucher de soleil peindre le ciel en orange et rose. Les gens ici sont vraiment gentils, ai-je dit, digérant encore la journée. Parce que tu fais quelque chose qui vaut la peine d'être aidé, a répondu Rebecca. Tu ne prends pas, tu construis. Les gens respectent ça. J'ai regardé la maison derrière nous, toujours brisée, encore loin d'être terminée, mais plus abandonnée. Pour la première fois depuis des semaines, j'ai ressenti autre chose que de la colère. J'ai ressenti de l'espoir. 4 mois après le début de la rénovation, j'ai reçu une lettre qui allait tout changer. Elle est arrivée à la maison, ce qui signifiait que quelqu'un savait que j'y vivais, dans une enveloppe formelle avec une adresse d'expéditeur que je ne reconnaissais pas. Cabinet d'avocat Thomson et Associés. Je l'ai ouverte, debout dans ma cuisine à moitié finie, portant toujours les vêtements dans lesquels j'avais dormi. Chère mademoiselle Whitmore, je vous écris au nom de la succession d'Eleanor Catherine Whitmore. En tant qu'exécuteur testamentaire de son testament, je suis tenu de vous informer que vous êtes nommé bénéficiaire. Veuillez contacter notre bureau dès que possible pour organiser une lecture. Cordialement, Patricia Morgan, avocate. Mes mains tremblaient lorsque j'ai appelé le numéro. 2 jours plus tard, j'étais assise dans un bureau élégant du centre-ville en face de Patricia Morgan, une femme aux yeux perçants de la cinquantaine qui semblait ne tolérer aucune absurdité. Mademoiselle Whitmore, dit-elle en faisant glisser un dossier sur son bureau. Votre grand-mère était très précise quant à ses souhaits. J'ai ouvert le dossier. La première page était l'acte de propriété du 37 Coakley Avenue. La seconde était un relevé bancaire montrant un fonds fiduciaire à mon nom. 50 000 $ destinés à la restauration et à l'entretien de la propriété. Je ne pouvais pas respirer. Votre grand-mère a créé cette fiducie 2 ans avant sa mort, a poursuivi Patricia. Le testament était très clair. La maison et les fonds vous reviennent, à condition que vous viviez dans la propriété pendant 6 mois consécutifs. Si vous ne respectez pas cette exigence, la propriété est transférée à votre père, Leonardo Whitmore. 6 mois, ai-je répété, engourdi. Vous y vivez depuis 4 mois, selon les registres des services publics, vous êtes donc en bonne voie. Elle a fait une pause. Mademoiselle Whitmore, je dois vous demander quelque chose. Vos parents vous ont-ils informé de ce testament? Non. Sa mâchoire s'est contractée. Ils étaient nommés exécuteurs testamentaires. Ils auraient dû vous informer immédiatement après la fin de la période de validation, c'est-à-dire il y a 2 mois. Ils m'ont donné les clés à ma fête de remise des diplômes, ai-je dit lentement, les pièces du puzzle s'assemblant. Ils ont fait croire qu'ils me donnaient la maison, mais ils n'ont jamais mentionné le testament ou le fonds fiduciaire. Cela, a dit Patricia prudemment, pourrait constituer une fraude successorale. La pièce tourna légèrement. Mes parents n'avaient pas seulement caché ça. Ils avaient activement essayé de me saboter. Ils m'avaient donné les clés d'une maison en ruine, espérant que je partirais, espérant que j'échouerais pour qu'ils puissent la vendre et garder l'argent. J'ai 30 jours pour accepter l'héritage, ai-je dit en lisant le document. Exact. Et étant donné les circonstances, je vous conseillerais vivement de le faire. Elle se pencha en avant. Votre grand-mère voulait que vous ayez cela, Lily. Elle était très claire à ce sujet.
Ne laissez personne vous l'enlever. Je suis sorti de ce bureau avec le dossier serré contre ma poitrine, mon esprit s'emballant. 50 000 $, la maison, tout cela m'était destiné. Et mes parents m'avaient menti en face. Je n'ai pas planifié ce que j'allais dire. Je suis juste monté dans ma voiture et j'ai roulé jusqu'à la maison de mes parents, le dossier sur le siège passager comme preuve dans un procès. Je n'ai pas frappé. J'ai utilisé ma vieille clé, celle qu'ils n'avaient jamais redemandée, et je suis entré directement dans la cuisine où je savais qu'ils prendraient leur café de l'après-midi. Maman a levé les yeux, surprise. Le journal de papa a froissé quand il l'a posé. Lily. La voix de maman était tendue de surprise. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai claqué le dossier sur leur comptoir en granit. Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé du testament de grand-mère? Le silence qui a suivi était assourdissant. Le visage de papa est devenu pâle. La main de maman s'est figée à mi-chemin de sa tasse de café. Nous allions le faire, a commencé maman. Ne mens pas. Ma voix tremblait mais était ferme. Ne me mens plus. Tu as eu 2 ans. La période de succession s'est terminée il y a 2 mois. Vous étiez censé me le dire. Papa s'est levé lentement. La maison était inhabitable. Nous essayions de te protéger. En mentant, en me laissant croire que je n'avais rien pendant que Margot avait tout? J'ai sorti le relevé bancaire. Il y a 50 000 $. 50 000 $. Et vous, quoi? Vous espériez que je ne le découvrirais jamais? Le masque de maman s'est fissuré. Nous pensions que la maison serait trop pour toi. Nous allions la vendre. Partager l'argent entre toi et ta sœur. Après mon échec, ai-je complété. Vous m'avez donné ces clés en sachant que la maison était un désastre. Vous comptiez sur mon abandon pour pouvoir la vendre et faire semblant d'être juste. Ce n'est pas vrai. Alors pourquoi n'avez-vous pas transféré l'acte? Pourquoi ne m'avez-vous pas parlé de la fiducie? Pourquoi est-ce que j'apprends tout cela par l'avocate de grand-mère au lieu de vous? Aucun n'eut de réponse. C'est là que j'entendis des pas dans l'escalier. Margot apparut dans l'embrasure, ses cheveux en chignon désordonnés, visiblement juste réveillée, bien qu'il fût 14 heures. Qu'est-ce qui se passe? Demanda-t-elle, puis remarqua les papiers. Attendez, il y a un fonds fiduciaire? Je me tournai vers elle. Tu ne savais pas non plus. Et maintenant? Elle semblait sincèrement confuse, et pour une fois je la crus. Maman s'affala sur une chaise. Nous allions vous le dire à toutes les deux. Quand? Demandai-je. Après que j'ai abandonné. Après que vous ayez vendu la maison sous mon nez. Le visage de papa était passé de pâle à rouge. Tu ne peux pas prouver que nous avons fait quoi que ce soit de mal. En fait, dis-je, levant la carte de visite de l'avocate. Patricia Morgan dit que cela pourrait être une fraude successorale. Les exécuteurs testamentaires qui retiennent des informations des bénéficiaires. C'est illégal, papa. Le mot resta suspendu dans l'air comme une menace. J'accepte l'héritage, dis-je, ma voix maintenant ferme. J'ai vécu dans cette maison pendant 4 mois. Je vais terminer les 6 mois, et quand je le ferai, cette maison sera à moi. L'argent sera à moi. Tout. Je me dirigeai vers la porte, puis m'arrêtai et me retournai. Vous vouliez que j'échoue. Vous vouliez prouver que grand-mère avait tort à mon sujet. Mais j'ai reconstruit cette maison de mes propres mains, et elle est magnifique. Plus belle que tout ce que vous avez jamais donné à Margot. Les yeux de maman étaient pleins de larmes, mais je m'en fichais. Ne me contactez plus, dis-je. J'en ai fini. Je partis et je ne regardai pas en arrière. Les retombées furent immédiates. Margot commença à appeler. J'ai bloqué son numéro. Maman envoya des courriels. Je les ai supprimés sans les lire. Papa a essayé de se présenter au café. Thomas, Dieu le bénisse, lui a dit que je n'étais pas disponible et lui a suggéré de partir avant que ça ne devienne une scène. Mais le pire, Margot commença à observer. Je ne l'ai pas remarqué au début. J'étais trop concentré sur la finition de la maison, sur le respect de ce délai de 6 mois. Mais ensuite, je la voyais garée dans la rue où je la surprenais en arrière-plan des photos du quartier sur Facebook. Elle a commencé à commenter les publications Instagram de Rebecca sur la maison. Des choses innocentes au début. Waouh, ça a l'air incroyable.
Puis, je peux venir visiter un jour? J'ai dit à Rebecca de l'ignorer, mais Margot était persistante. Elle m'a envoyé un texto d'un nouveau numéro. Je suis désolé. Pouvons-nous parler? J'ai failli le bloquer immédiatement, mais quelque chose m'a fait hésiter. Peut-être était-ce la fatigue. Peut-être était-ce la partie de moi qui se souvenait encore de quand nous étions enfants, avant que la compétition et les comparaisons ne ruinent tout. J'ai répondu par texto, que veux-tu? Sa réponse est venue rapidement. Pour m'excuser, pour voir la maison, pour essayer de réparer ça. Contre mon meilleur jugement, et malgré les protestations très vocales de Rebecca, j'ai accepté de la laisser venir. Ce fut une décision que je regretterai pour le reste de ma vie. Margot arriva un samedi après-midi début octobre, 5 mois après le début de ma résidence au 37 Seoakley Avenue. Elle conduisait son Range Rover, blanc bien sûr, avec des plaques personnalisées lisant MARG8T, et elle s'était habillée de façon décontractée pour l'occasion, Jean et pull en cachemire au lieu de sa tenue habituelle prête pour Instagram, comme si elle essayait d'avoir l'air humble. Je l'ai rencontrée au portail, les bras croisés. « Salut », dit-elle, sa voix plus douce que je ne l'avais entendue depuis des années. « Merci de m'avoir laissé venir. »« Tu as une heure ?» ai-je répondu, sans bouger pour la laisser entrer. Elle hocha la tête, acceptant la limite. « Je le mérite. » J'ai ouvert le portail et l'ai laissé monter le chemin. La maison avait l'air différente maintenant. Le porche était réparé et peint. La porte d'entrée était d'un bleu marine profond que Rebecca avait choisi, et les fenêtres étaient propres et intactes. La cour avait encore besoin de travail, mais ce n'était plus la jungle de mauvaises herbes qu'elle avait été. Margot s'arrêta sur le porche, sincèrement stupéfaite. « Lily » murmura-t-elle. « C'est... Waouh !»« Viens » dis-je, déverrouillant la porte. L'intérieur était encore plus transformé. Les parquets brillaient après des heures de ponçage et de rénovation. Les murs étaient d'une couleur crème chaude avec des accents vert sauge. Les armoires offertes par Gérald, que Rebecca avait minutieusement repeintes dans ce même bleu marine avec des ferrures en laiton, donnaient à la cuisine l'aspect d'un magazine de design. Ce n'était pas fini. La salle de bain à l'étage était encore démolie, et je dormais sur un matelas au sol parce que je n'avais pas encore les moyens d'acheter un sommier. Mais c'était chez moi. À moi. Margot marcha lentement, passant ses doigts le long des comptoirs, examinant les étagères encastrées que Gérald m'avait aidé à installer. « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait tout ça, » dit-elle finalement. « Je veux dire, je savais que tu étais doué en design, mais c'est incroyable. » « Merci, » dis-je avec prudence. Elle se tourna vers moi, et ses yeux étaient humides. « Je suis tellement désolé, Lily, pour tout, pour la fête, pour ne pas avoir tenu tête à maman et papa, pour ne pas avoir vu à quel point tout était faux. » J'attendis. J'avais appris à ne pas accepter les excuses trop rapidement. J'en ai parlé à mon thérapeute, continua-t-elle, de la façon dont nous avons été élevés, comment ils nous ont toujours opposés, comment ils m'ont fait croire que je devais être la meilleure en tout ou que je n'étais pas digne d'amour. Ils nous ont fait ça à toutes les deux, dis-je doucement. Je sais, et je suis tellement désolé de l'avoir laissé me transformer en quelqu'un qui t'a blessé. Elle s'essuya les yeux. Je veux faire mieux. Je veux que nous soyons de nouveau des sœurs, de vraies sœurs. Une partie de moi voulait lui dire qu'il était trop tard, qu'elle avait fait son choix des années auparavant lorsqu'elle avait choisi leur approbation plutôt que mes sentiments. Mais une autre partie de moi, celle qui se souvenait de nos cabanes de couverture quand nous étions enfants, celle qui se souvenait qu'elle me glissait des biscuits quand j'étais puni, cette partie voulait la croire. Je ne sais pas si nous pouvons revenir en arrière, dis-je honnêtement. Je ne veux pas revenir en arrière. Je veux recommencer. Elle regarda de nouveau la maison. Je peux aider? Je sais que je n'ai pas tes compétences, mais je pourrais peindre ou transporter des choses. Ou Margot, ou peut-être que je pourrais juste le documenter pour Instagram. J'essaie de diversifier mon contenu de toute façon, en m'éloignant du style de vie pour me diriger vers la décoration intérieure. Ta maison pourrait être un contenu incroyable et cela aiderait les gens à voir ce que tu as accompli. C'était ça. Le plan, ce qu'elle voulait. Mais peut-être que j'étais trop cynique. Peut-être qu'elle essayait vraiment de changer. Laisse-moi y réfléchir, dis-je. Au cours des semaines suivantes, Margot continuait de se présenter. Elle apportait des cafés. Elle aida Rebecca à peindre la chambre d'amis.
Elle s'est même sali les mains en arrachant les mauvaises herbes du jardin. Et lentement, si lentement, j'ai commencé à baisser ma garde. Je pense qu'elle essaie vraiment, dis-je à Rebecca un soir alors que nous mangions des plats à emporter sur le porche. L'expression de Rebecca était sceptique. Les gens ne changent pas en 6 semaines, Lily. Peut-être pas complètement, mais elle fait un effort. Fais juste attention, d'accord? J'ai un mauvais pressentiment. J'aurais dû l'écouter. Cela a commencé par une simple demande. Je sais que c'est beaucoup demandé, a dit Margot un après-midi fin octobre. Mais je suis censé organiser ce petit rassemblement pour mes amis créateurs de contenu. Et mon appartement est un désastre en ce moment. La climatisation est en panne et le propriétaire ne la réparera pas avant la semaine prochaine. Je pourrais peut-être utiliser ta maison. Il n'y aurait qu'une dizaine de personnes. Très tranquille. Rien de fou. J'ai hésité. Chaque instinct criait non. Mais elle avait été si serviable ces derniers temps, et elle avait promis que ce serait petit. Juste 10 personnes, ai-je confirmé. Je jure que nous aurons fini à 22h et que je nettoierai tout. Tu ne sauras même pas que nous étions là. Je travaille le soir ce soir-là de toute façon, ai-je dit, regrettant déjà les mots qui sortaient de ma bouche. Je suppose, d'accord, mais Margot, je suis sérieuse. Pas de désordre. Cette maison est tout ce que j'ai. Je le promets, a-t-elle dit, et elle avait l'air si sincère que je l'ai cru. Je n'aurais pas dû. Je suis rentré de mon service au café à 2h30 du matin, épuisé et prêt à m'écrouler dans mon lit. Mais quand j'ai tourné sur Oakley Avenue, j'ai pu entendre la musique à 2 pâtés de maison. Mon cœur s'est serré. La maison était illuminée comme une boîte de nuit. Des voitures bordaient les 2 côtés de la rue. À travers les fenêtres, je pouvais voir des dizaines de personnes, pas 10, des dizaines, se déplaçant à l'intérieur. Je me suis garé et j'ai couru le long de l'allée. La porte d'entrée était grande ouverte. L'odeur m'a frappé en premier. Alcool, sueur, et quelque chose de brûlé. J'ai traversé la foule d'étrangers dans mon entrée, le cœur battant. Le salon était en désordre. Des gobelets rouges partout. Quelqu'un avait renversé une bouteille entière de vin sur le tapis crème que j'avais chiné et passé 3 heures à nettoyer. La table basse que j'avais rénovée avait une brûlure de cigarette au centre. Excusez-moi, ai-je dit fort, essayant d'atteindre la cuisine. Personne ne m'a même regardé. C'était ma maison, et j'y étais invisible. La cuisine était pire. L'évier était plein de bouteilles de bière. Quelqu'un avait brisé l'une des portes d'armoire de Gérald de Ségon. De la graisse de pizza était étalée sur les comptoirs que je venais de nettoyer ce matin-là. Je me sentais mal. J'ai traversé la foule jusqu'à la porte arrière, qui menait au toit-terrasse que nous venions de finir de stabiliser le mois dernier. Le toit-terrasse que j'avais passé 2 semaines à poncer et à sceller. Il y avait au moins 20 personnes là-haut. Des bouteilles de bière bordaient la rambarde, l'une d'elles renversée et dégoulinant sur mes planches de plancher nouvellement scellées. Quelqu'un avait utilisé le bac à fleurs de ma grand-mère comme cendrier. Et dans le coin, la plante que j'avais soigneusement cultivée pendant des mois était cassée en 2. De la terre partout. Au centre de tout cela, tenant la cour avec un anneau lumineux et un téléphone sur un trépied, se trouvait Margot. Elle était ivre. Le mascara maculé, elle filmait toujours du contenu comme si tout cela faisait partie du plan. Lily, a-t-elle couiné en me voyant, écartant les bras. Tu es à la maison. N'est-ce pas incroyable? Tout le monde adore ta maison. Sortez, ai-je dit, ma voix tremblante. Quoi? J'ai dit, sortez, tous. Maintenant, la musique était trop forte. Personne ne m'entendit, sauf les personnes les plus proches, et elles me fixèrent comme si j'étais la déraisonnable. Je m'approchai et débranchai le haut-parleur. La musique s'éteignit avec un gémissement électronique strident. Tout le monde dehors, criai-je dans le silence soudain. C'est une propriété privée et vous êtes des intrus. Cela attira leur attention. Les gens commencèrent à prendre leurs verres, leur téléphone, marmonnant des plaintes en se dirigeant vers l'escalier. Margot trébucha vers moi, toute sa prestance précédente disparut. Lily, allez. Ne sois pas comme ça. Ce n'est qu'une fête. Tu as dit 10 personnes. Il y en avait 10. Et puis quelques autres sont arrivés et je ne pouvais pas simplement les renvoyer.
Regarde ma maison, Margot. Je montrai du doigt la destruction. Regarde ce que tu as laissé arriver. Elle jeta un coup d'œil autour d'elle et, pendant une seconde, je crus voir un véritable remords dans ses yeux, mais ensuite elle rit. Un rire nerveux, défensif qui fit bouillir mon sang. Ce n'est pas si grave. On peut nettoyer. Tu es si dramatique. C'est ma maison, la seule chose que j'ai. Et tu l'as saccagée comme si de rien n'était. Ce ne sont que des choses, Lily. Pourquoi te soucies-tu tant des choses? C'est alors que j'ai perdu les pédales. Parce que ces choses, c'est ce que j'ai construit quand toi, maman et papa, vous avez essayé de me briser. Parce que chaque chose dans cette maison représente un choix que j'ai fait. Un travail que j'ai accompli. De l'argent que j'ai économisé. Parce que cette maison est le seul endroit où j'ai jamais eu l'impression de compter. Ma voix s'est brisée sur le dernier mot. Je détestais ça. Détestais lui donner la satisfaction de me voir blessé. L'expression de Margot est devenue plus laide. Dieu, tu es vraiment la jumelle amère, n'est-ce pas? Toujours à jouer la victime. Toujours à faire comme si tu étais tellement meilleur que tout le monde. Sors. Elle a attrapé son sac de créateur là où elle l'avait laissé sur le comptoir de ma cuisine, juste à côté d'une flaque de bière renversée, et m'a dépassé. Tu sais quoi, a-t-elle rappelé depuis l'embrasure. Maman avait raison à ton sujet. Tu es trop sensible. Tu prends tout trop personnellement. Pas étonnant que personne ne veuille être près de toi. La porte a claqué derrière elle. Je suis resté debout dans l'épave de ma maison et j'ai senti quelque chose en moi se briser net. Mais cette fois, ce n'était pas un chagrin. C'était de la rage. J'ai passé le reste de la nuit à nettoyer, à frotter des taches de vin qui ne partaient pas, à jeter le tapis brûlé, à essayer de réparer la porte du meuble, et à échouer parce que la charnière était complètement abîmée. Les dégâts s'élevaient à plus de 2000 $. De l'argent que je n'avais absolument pas, à seulement 3 semaines de mon échéance de 6 mois. Mais je n'ai pas pleuré. J'ai simplement travaillé avec méthode et froideur jusqu'à ce que le lever du soleil peigne le salon saccagé d'or. C'est alors que mon téléphone a vibré avec un email de Midwest Property Insurance. Objet, enquête sur une réclamation, 37 Coakley Avenue. Chère mademoiselle Whitmore, nous avons reçu un rapport concernant des conditions dangereuses à la propriété susmentionnée. Un inspecteur se rendra sur place dans les 72 heures pour évaluer les préoccupations suivantes, risques électriques, intégrité structurelle et conformité à la sécurité incendie. Veuillez être disponible pendant la période d'inspection. Mes mains sont devenues engourdies. Quelqu'un avait signalé ma maison, et j'avais une assez bonne idée de qui. J'ai appelé Rebecca immédiatement. Elle t'a signalé à l'assurance? La voix de Rebecca était perçante de fureur. Après qu'elle ait saccagé ta maison, ça empire. J'ai ouvert l'email suivant. Elle a mis le bureau de l'urbanisme en copie. Ils envoient aussi un inspecteur. Elle peut faire ça? Apparemment, n'importe qui peut déposer une plainte. Je me suis assise sur mes marches d'entrée, soudainement épuisée. S'ils trouvent des infractions, et ils en trouveront parce que je n'ai pas encore terminé les travaux électriques, ils pourraient condamner la propriété, ce qui signifie que je ne peux pas vivre ici, ce qui signifie que je ne respecte pas l'exigence des 6 mois. C'est manipulateur. Rebecca s'interrompit avec une série de jurons créatifs. D'accord. D'accord. Nous avons besoin de preuves. Quand a-t-elle déposé ces rapports? J'ai vérifié les horodatages. 4 heures du matin. Juste après son départ. Alors, elle vient chez toi, fait une fête qui détruit l'endroit, puis te signale immédiatement pour des infractions au code. Le rire de Rebecca était amer. C'est calculé, Lily. Ce n'est pas une vengeance d'ivrogne. C'est un plan. La caméra de l'interphone. Je l'avais installée il y a 2 semaines après que des colis aient disparu du Porsche. J'ai ouvert l'application sur mon téléphone et j'ai fait défiler les images. On y voyait Margot partir à 2h45 du matin, trébuchant vers sa voiture. Puis l'horodatage a sauté à 4h17 du matin. Et là, elle était de nouveau là, sobre, marchant délibérément vers ma porte d'entrée. Elle a regardé autour d'elle pour s'assurer que personne ne la regardait, puis a sorti son téléphone et a commencé à prendre des photos du Porsche, de la porte, des dégâts visibles à travers les fenêtres.
Puis elle a contourné la maison jusqu'au côté où le tableau électrique était monté sur le mur extérieur. Mon cœur s'est arrêté quand je l'ai vu ouvrir la porte du panneau. Rebecca, ai-je murmuré, elle trafique l'électricité. Sur les images granuleuses, je pouvais voir Margot faire quelque chose avec les disjoncteurs, les desserrer, déconnecter quelque chose. Je ne pouvais pas dire exactement, mais elle était clairement en train de bricoler. Elle a pris d'autres photos. Puis elle a refermé le panneau et est partie. Appelle Diego, a dit Rebecca immédiatement. Tout de suite. Diego est venu dans l'heure, même si c'était dimanche matin. Il a ouvert le tableau électrique avec une expression sombre et a passé 15 minutes à l'examiner. Quelqu'un est passé par ici, a-t-il finalement dit. Récemment, en plus. Tu vois ce disjoncteur? Il a été desserré. Et cette connexion ici, quelqu'un l'a partiellement retirée. Pas assez pour couper le courant, mais assez pour le rendre dangereux. Cela provoquerait un incendie? Sa mâchoire s'est serrée. Si quelqu'un surcharge ce circuit. Oui, absolument. Je lui ai montré les images de l'interphone. Son visage s'est assombri. C'est criminel, a-t-il dit sèchement. Elle aurait pu tuer quelqu'un. Elle aurait pu te tuer. Peux-tu le réparer? Je peux le sécuriser à nouveau. Oui, mais Lily, tu dois signaler ça à la police, à ton avocate. Je n'ai pas d'avocate. Alors tu dois en trouver une vite. J'ai appelé le bureau de Patricia Morgan dès le lundi matin. Mademoiselle Whitmore, a-t-elle dit, sa voix nette et professionnelle. Que puis-je faire pour vous? Je lui ai tout raconté. La fête, les dégâts, le rapport d'assurance, les images de Margot manipulant le tableau électrique. Il y a eu un long silence quand j'ai eu fini. C'est une ingérence successorale et des dommages criminels à la propriété, a dit Patricia finalement. Peut-être une tentative d'incendie criminel, selon ce que le procureur décidera. C'est grave, Lily. Peut-elle m'empêcher d'obtenir l'héritage? Pas si nous agissons vite. Mais vous devez comprendre que combattre cela coûtera de l'argent. Frais d'avocat, témoins experts, éventuellement des accusations criminelles contre votre sœur. Vos parents embaucheront probablement des avocats coûteux. Êtes-vous prête pour ça? J'ai pensé à la maison, à tout ce que j'y avais mis, aux lettres de ma grand-mère et aux fonds fiduciaires qui m'appartenaient de droit. Oui, ai-je dit. Je suis prête. Bien. Mes honoraires sont de $5000. Compte tenu des circonstances, je suis prête à travailler au pourcentage pour tout ce qui dépasse cela, mais j'ai besoin du paiement initial. $5000 que je n'avais absolument pas. J'avais $800 sur mon compte courant. Mon prochain salaire n'était que dans 2 semaines, et il fallait encore réparer les dégâts de la fête de Margot. J'ai dû rester silencieuse trop longtemps car Patricia a ajouté doucement. Lily, je crois que vous avez un dossier solide, mais je ne peux pas l'accepter sans la compte. Politique du cabinet. Je comprends. Puis-je vous rappeler? J'ai raccroché et j'ai regardé mon téléphone, essayant de ne pas paniquer. C'est là que Thomas a appelé. Lily, ma chérie, j'ai entendu ce qui s'est passé. Tu vas bien? Je ne lui avais pas parlé de la fête, ce qui signifiait que quelqu'un d'autre l'avait fait. Dans un quartier comme celui-ci, les nouvelles se propageaient vite. Je gère, ai-je dit, essayant de garder ma voix stable. Rebecca est passée au magasin ce matin. Elle s'inquiète pour toi. Elle a mentionné que tu pourrais avoir besoin d'aide pour les frais de justice. Thomas, je ne peux pas te demander de. Tu ne demandes pas. Je propose. Ta grand-mère était l'une de mes amies les plus chères, et elle me hanterait si je laissais sa petite fille perdre cette maison à cause de ses vautours. Il a fait une pause. Je peux te prêter $3000 sans intérêt. Rembourse-moi quand tu veux. Ma gorge s'est serrée. Thomas, ne discute pas, passe au magasin cet après-midi et j'aurai un chèque prêt. Rebecca a versé $1000 de ses économies de pigiste. Gérald a organisé une collecte de fonds de quartier, une simple chaîne de courriel, et a collecté $1500 de plus auprès de personnes qui m'avaient vu travailler sur la maison pendant des mois. Mercredi, j'avais la compte. Patricia a déposé une injonction d'urgence pour arrêter l'inspection d'assurance jusqu'à ce que nous puissions enquêter sur le sabotage de Margot.
Elle a également intenté un procès civil contre Margot pour dommages matériels et contre mes parents pour manquement aux devoirs fiduciaires en tant qu'exécuteur testamentaire de la succession. Nous demandons également le transfert immédiat du fonds fiduciaire, m'a-t-elle dit au téléphone. Vos parents ont détenu cet argent illégalement. Il aurait dû vous être versé il y a 2 mois. Quelles sont nos chances de gagner avec les images vidéo et le témoignage expert de Diego? Très élevé. Votre sœur aura du mal à expliquer pourquoi elle trafiquait votre tableau électrique à 4 heures du matin. Les documents juridiques furent signifiés le vendredi. Le samedi matin, mon téléphone débordait de messages vocaux furieux de mon père et de messages larmoyants de ma mère. Je les ai tous supprimés sans les écouter. La médiation était prévue pour la première semaine de novembre, quelques jours seulement avant mon délai de 6 mois. Patricia avait expliqué que la médiation était plus rapide et moins coûteuse que de passer devant les tribunaux. Et étant donné la force de nos preuves, elle s'attendait à ce que l'avocat de mes parents pousse à un règlement. Ils ne veulent pas que cela soit rendu public, a-t-elle dit. Fraude successorale, accusation criminelle potentielle contre Margot. C'est un cauchemar pour leur réputation. La médiation a eu lieu dans une salle de conférence du centre-ville. Un terrain neutre. Le médiateur était un juge à la retraite nommé Robert Crawford, un homme d'une 60aine d'années à l'air sévère, avec des cheveux argentés et des lunettes de lecture. Je suis arrivé avec Patricia à exactement 9 heures. Mes parents étaient déjà là, assis de l'autre côté de la table de conférence avec leur avocat, un homme à l'air élégant dans un costume coûteux qui s'est présenté comme Howard Chin. Margot était assise à côté d'eux, le visage pâle et sans maquillage. Elle avait l'air plus petite que je ne l'avais jamais vue, plus jeune, comme si la façade avait finalement cédé. Personne ne m'a regardé. Le juge Crawford a examiné le dossier, puis a levé les yeux par-dessus ses lunettes. C'est une situation complexe, a-t-il commencé. Nous avons des allégations de fraude successorale, de dommages matériels et ce qui semble être une manipulation criminelle. Avant de commencer la médiation formelle, quelqu'un souhaite-t-il faire une déclaration liminaire? Patricia s'est levée. Votre honneur, il s'agit d'un cas simple où des exécuteurs testamentaires ont délibérément dissimulé des informations à un bénéficiaire légitime. Le testament d'Eleanor Whitmore était très clair. Ma cliente devait recevoir la propriété et le fonds fiduciaire une fois la condition de résidence remplie. Leonardo et Julia Whitmore, en tant qu'exécuteurs testamentaires, avaient l'obligation légale d'informer mademoiselle Lily Whitmore de cet héritage. Au lieu de cela, ils l'ont dissimulé, espérant qu'elle ne remplirait pas la condition afin que la propriété revienne par défaut à monsieur Whitmore. Elle a sorti une pile de documents. Nous avons des relevés bancaires prouvant que le fonds fiduciaire n'a jamais été transféré. Nous avons le témoignage de voisins prouvant la résidence de mademoiselle Whitmore. Et nous avons des preuves vidéo de Margot Whitmore manipulant les systèmes électriques dans ce qui semble être une tentative de forcer une violation de code qui empêcherait mademoiselle Whitmore de maintenir sa résidence. Howard Chin s'est éclairci la gorge. Votre honneur, mes clients contestent ces allégations. Les Whitmore agissaient dans ce qu'ils croyaient être le meilleur intérêt de leur fille. La propriété était en très mauvais état. Alors pourquoi ne pas utiliser les 50 000 $ du fonds fiduciaire pour la réparer, a coupé Patricia. L'argent était spécifiquement désigné pour la restauration de la propriété. Au lieu de cela, ils l'ont conservé tout en regardant mademoiselle Whitmore vider ses économies pour rendre la propriété habitable. Puis-je voir cette preuve vidéo, demanda le juge Crawford. Patricia sortit son ordinateur portable et lança la vidéo de l'interphone. La pièce fut silencieuse alors que nous regardions tous Margot s'approcher du tableau électrique, l'ouvrir et manipuler clairement les disjoncteurs. Quand la vidéo se termina, le juge regarda Margot. Mademoiselle Margot Whitmore, avez-vous trafiqué le tableau électrique au 37 C Oakley Avenue le 28 octobre? L'avocate de Margot, une jeune femme qui semblait vouloir être partout sauf là, lui murmura quelque chose. La voix de Margot était à peine audible. Je vérifiais juste ça à 4 heures du matin après avoir déposé un rapport de violation de code. Je voulais m'assurer que c'était sûr en desserrant les disjoncteurs. La voix de Patricia était perçante. Nous avons un témoignage d'expert d'un électricien agréé déclarant que votre vérification a créé un risque d'incendie. Le visage de Margot se froissa. Je ne voulais pas, je voulais juste. Et puis tout a jailli. Elle ne le mérite pas. La voix de Margot s'éleva, craquant d'émotion. C'est moi qui réussis. C'est moi qui ai des abonnés, de l'influence,
une carrière. Elle est juste. Attention, a averti son avocate. Mais Margot n'en avait plus rien à faire. Elle a eu le fonds fiduciaire. Elle a eu la maison. Elle a eu l'amour de grand-mère. Et moi, qu'est-ce que j'ai eu? Un stupide appartement que je ne peux même plus me permettre parce que mes contrats de marque s'effondrent et que je me noie dans les dettes. La salle de conférence est devenue mortellement silencieuse. Alors, oui, a continué Margot, les larmes coulant sur son visage. J'ai desserré le panneau. Je voulais lui faire peur. Je voulais que la maison échoue à l'inspection pour qu'elle doive partir et que nous puissions la vendre et que je puisse enfin avoir quelque chose. Son avocate s'est pris la tête dans les mains. Julia pleurait aussi maintenant. Des larmes silencieuses qu'elle essuyait avec un mouchoir. Leonardo restait figé, le visage gris. Le juge Crawford a enlevé ses lunettes et les a nettoyées lentement. Monsieur et Madame Whitmore, a-t-il finalement dit. Étiez-vous au courant des actions de votre fille? Non, a dit Leonardo rapidement. Nous n'avions aucune idée. Mais vous saviez pour le testament. Vous avez retenu le fonds fiduciaire. Vous avez donné à votre fille Lily les clés d'une propriété endommagée, espérant qu'elle ne remplirait pas l'exigence de résidence. Est-ce exact? Mon père ne dit rien. Ma mère craqua la première. Eleanor a toujours plus aimé Lily, murmura-t-elle. Dès sa naissance, Lily lui ressemblait trait pour trait, agissait comme elle. Et ma mère, Eleanor, elle ne m'a jamais pardonné d'avoir épousé Leonardo, a dit qu'il se souciait trop de l'argent et du statut, a dit que moi aussi. Alors quand Lily est arrivée et qu'elle était tout ce qu'Eleanor voulait, nous voulions juste prouver qu'elle avait tort, que Margot était la meilleure petite fille, que nous avions fait les bons choix. Alors vous avez saboté votre autre fille, dit le juge Crawford sèchement. Pour gagner une dispute avec une femme morte. Les mots restèrent suspendus dans l'air comme une accusation. Leonardo parla finalement, sa voix rauque. Nous ne pensions pas qu'elle pourrait réellement le faire. La maison était irrécupérable. Nous pensions qu'elle jetterait un coup d'œil et partirait, et ensuite nous pourrions la vendre. Donner l'argent aux deux filles et tout le monde serait heureux. Sauf que vous n'avez jamais eu l'intention de donner à Lily la totalité du montant, n'est-ce pas, interjeta Patricia. Parce que le fonds fiduciaire stipule clairement qu'il est destiné à Lily seule. Vous aviez l'intention de le garder séparé et de ne partager que le prix de vente de la propriété. Howard Chin mélangea ses papiers. Votre honneur, peut-être pourrions-nous discuter d'un règlement. Je ne suis pas intéressé par un règlement, dis-je soudainement. Tout le monde se tourna vers moi. C'était la première fois que je parlais depuis mon entrée dans la pièce. Je ne veux pas de leurs excuses, continuai-je en me levant. Je ne veux pas de leurs excuses. Je veux ce qui m'appartient légalement. La maison, le fonds fiduciaire, et je veux qu'ils sortent de ma vie. Je regardais directement ma mère, mon père, Margot. Vous m'avez fait sentir que je n'étais pas assez toute ma vie, comme si j'étais le problème, la difficile, celle qui en attendait trop. Ma voix était ferme maintenant, claire. Mais j'ai reconstruit cette maison de mes propres mains. J'ai prouvé que j'étais plus forte que vous ne m'en avez jamais donné le crédit. Et vous savez ce qui est le pire? Même maintenant, vous ne pouvez pas simplement admettre que vous aviez tort. Vous devez en faire une question de vous, de vos sentiments, de votre compétition avec une femme morte depuis 3 ans. Je me tournai vers le juge Crawford. Je veux le transfert immédiat de la pleine propriété de la propriété. Je veux que le fonds fiduciaire soit libéré aujourd'hui, et je veux une ordonnance de restriction les tenant tous les trois à l'écart du 37 Coakley Avenue. Mademoiselle Whitmore, dit le juge avec prudence. Qu'en est-il des accusations criminelles contre votre sœur? Je regardai Margot, qui sanglotait dans ses mains. C'est au procureur de décider, dis-je. Mais je ne m'y opposerai pas. Le juge Crawford prit quelques notes, puis regarda Howard Chin. Conseiller, je suggère fortement que vos clients acceptent ces termes car si cette affaire va au tribunal, mademoiselle Lily Whitmore gagnera, et la publicité sera bien pire que tout ce que nous avons discuté aujourd'hui. Howard se pencha et chuchota avec mes parents pendant plusieurs minutes. Finalement, Leonardo hocha la tête. Nous accepterons les termes, dit Howard. Transfert complet de la propriété et du fonds fiduciaire, ordonnance de restriction en place. Nous demandons seulement que toutes les accusations criminelles soient traitées séparément et que notre coopération aujourd'hui soit notée.
D'accord, dit Patricia. Nous préparons les documents. En moins d'une heure, j'avais signé des documents transférant la pleine propriété du 37 Coakley Avenue à mon nom. Le fonds fiduciaire, 50 000 $ moins les frais de justice, serait déposé sur mon compte dans les 48 heures. Je suis sorti de cette salle de conférence avec Patricia à mes côtés et Rebecca qui m'attendait dans le hall. J'avais gagné. Alors pourquoi me sentais-je si vide? Cette nuit-là, je restais seul dans la maison qui était maintenant légalement, officiellement, entièrement mienne. Les papiers étaient sur le comptoir de la cuisine, les ordonnances restrictives, l'acte de propriété à mon nom, la confirmation de virement bancaire montrant 43 000 $ après les frais de justice sur mon compte. J'aurais dû me sentir triomphante, justifiée, libre. Au lieu de cela, je me sentais juste fatigué. Rebecca avait proposé de rester, mais je lui avais dit que j'avais besoin de temps seul, pour digérer, pour comprendre ce que je ressentais. J'ai traversé les pièces que j'avais réparées, j'ai passé ma main sur les murs que j'avais peints, j'ai regardé la cuisine que j'avais construite avec des armoires données et de la détermination. C'était beau. C'était à moi. Mais je ne pouvais pas m'empêcher de penser au visage de ma mère lorsqu'elle a admis qu'ils avaient voulu prouver qu'Eleanor avait tort. Au silence de mon père lorsqu'on lui a demandé s'il m'avait délibérément saboté. À Margot, brisée et désespérée, hurlant qu'elle était celle qui réussissait. Mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro inconnu. Je suis tellement désolé. Je sais que ça n'a pas d'importance, mais je suis désolé. Je l'ai fixé longtemps. Puis j'ai bloqué le numéro. On a frappé à la porte. Pendant un instant, mon cœur s'est emballé. Avait-il déjà violé l'ordonnance restrictive? Mais c'était juste Gérald, tenant un plat couvert. Je pensais que tu n'aurais peut-être pas envie de cuisiner, a-t-il dit d'un ton bourru. Sofia Rodriguez a envoyé ses enchiladas au poulet. Elle a entendu parler de l'affaire du tribunal. Merci, ai-je réussi. Il a hoché la tête. Tu as bien fait, gamine. Ta grand-mère serait fière. Après son départ, je me suis assise sur le porche avec les enchiladas et j'ai enfin laissé mes larmes couler. Pas des larmes de colère, pas des larmes de douleur, juste du chagrin. Pour la famille que j'avais toujours voulu mais que je n'avais jamais eue. Pour la sœur qui aurait pu être mon amie si nous n'avions pas été instrumentalisés l'une contre l'autre. Pour les parents qui ont choisi leur fierté plutôt que leur fille. Le lendemain matin, Rebecca est arrivée avec du café et une expression déterminée. D'accord, a-t-elle dit, posant la tasse devant moi. Je sais que tu es en pleine émotion en ce moment, et c'est légitime, mais nous avons 43 000 $ et une maison à finir. Alors, voici ce que nous allons faire. Elle a sorti sa tablette et m'a montré un plan de rénovation complet, de niveau professionnel, avec des coûts détaillés et un calendrier. Recablage électrique complet avec Diego, 4 500 $. Rénovation de la salle de bain, 8 000 $. Nouveaux appareils électroménagers, 6 000 $. Mobilier, 5 000 $. Cela nous laisse 28 500 $ pour l'aménagement paysager, les touches finales et un fonds d'urgence. Malgré tout, j'ai souri. Nous. Tu penses que je te laisserai faire ça seul? Après tout ça? Bien sûr que non. Nous allons finir cette maison et elle sera si belle que chaque personne qui a douté de toi s'étouffera de regret. Elle avait raison. La maison méritait d'être achevée. Non pas pour prouver quoi que ce soit à ma famille. Ils avaient perdu le droit à mes efforts, mais pour me le prouver à moi-même, pour achever ce que j'avais commencé, pour transformer les ruines qu'ils m'avaient données en quelque chose d'extraordinaire. Au cours des 2 semaines suivantes, j'ai eu des nouvelles de la déchéance de Margot par des voies détournées. La médiation avait été confidentielle, mais l'information a quand même circulé. Les petites villes, même les quartiers de grandes villes, étaient comme ça. L'histoire de Margot est devenue virale, mais pas comme elle l'avait espéré. Quelqu'un, je n'ai jamais su qui, a divulgué les détails à un blog d'information locale. L'influenceuse manipule la maison de sa sœur et un plan d'héritage, a fait le tour des réseaux sociaux. Son nombre d'abonnés a chuté de 60% en 3 jours. Les contrats avec les marques se sont évaporés. Sa société de gestion l'a laissé tomber. Elle a posté une vidéo d'excuses larmoyantes qui n'a fait qu'empirer les choses. Les commentaires étaient brutaux, imagine être jalouse de ta propre sœur à ce point. Elle aurait littéralement pu tuer quelqu'un.
C'est ce qui arrive quand Instagram devient toute ta personnalité. Le procureur a décidé de porter plainte, dégradation de propriété et mise en danger imprudente. L'avocate de Margot a négocié un accord de plaidoyer. 200 heures de travaux d'intérêt général, 2 ans de probation, thérapie obligatoire et restitution des dommages à ma maison. Pas de prison, mais son casier judiciaire porterait la condamnation. Elle a dû vendre le Penthouse. Le marché avait changé et elle a perdu 70 000 sur la vente. Elle est retournée vivre chez nos parents qui, selon la sœur de Julia, qui me parlait encore occasionnellement, se parlaient à peine. Leonardo reprochait à Julia d'avoir gâté Margot. Julia reprochait à Leonardo de ne pas avoir été un meilleur père pour moi. Margot reprochait à tout le monde, y compris à elle-même. Leur façade familiale parfaite s'était effondrée, et tout le monde pouvait voir la pourriture en dessous. Et moi? J'ai bloqué leurs numéros, supprimé leurs emails et me suis concentré sur ma maison. Diego a passé une semaine à refaire complètement le système électrique. C'est ce que ça aurait dû être depuis le début, a-t-il dit, en me montrant le nouveau panneau avec une fierté évidente. Vous pourriez faire fonctionner tous les appareils de la maison en même temps, et ça ne clignoterait même pas. Rebecca et moi avons rénové la salle de bain nous-mêmes, apprenant au fur et à mesure. Nous avons installé une baignoire sur pied que nous avons trouvée dans une cour de récupération, des carreaux de métro que nous avons soigneusement placés un par un, et une coiffeuse vintage que Gérald nous a aidés à restaurer. La chambre à l'étage est devenue un chef-d'œuvre. Des murs vert sauge, les parquets d'origine poncés pour un éclat miel, des bibliothèques encastrées flanquant la banquette de fenêtres que nous avions construite de toutes pièces. La maison devenait tout ce que j'avais imaginé, et plus encore. Il était fin décembre, presque 7 mois après mon emménagement, lorsque j'ai trouvé la boîte métallique. J'étais en train de ranger le grenier, la dernière pièce que je n'avais pas encore attaquée, espérant en faire un espace de bureau. Le grenier était rempli de cartons d'anciens propriétaires, et je les triais lentement, donnant ce que je pouvais et jetant le reste. C'est alors que je l'ai trouvé, caché derrière une cavité murale qui avait été recouverte par une vieille armoire, une boîte métallique verrouillable, le genre que l'on utilise pour les documents importants. Elle n'était pas verrouillée. La clé était toujours dedans, rouillée, mais fonctionnelle. À l'intérieur se trouvaient des lettres, des dizaines d'entre elles, toutes de la main de ma grand-mère. Mes mains tremblaient lorsque je les ai sorties. Elles étaient datées, commençant en 1958 et se terminant quelques mois avant sa mort en 2021. Je me suis assise là, sur le sol poussiéreux du grenier, et j'ai commencé à lire. 3 mai 1958. J'ai acheté une maison aujourd'hui, une petite victorienne sur Oakley Avenue, à l'est de la ville. Elle est délabrée et personne n'en voulait. Mais au moment où je l'ai vue, j'ai su qu'elle était à moi. Robert ne le sait pas encore. Il ne l'approuvera pas. Il n'approuve jamais rien de ce que je fais. Mais cette maison n'est pas à propos de lui. Cette maison est à moi, mon évasion, ma fondation. Si je ne peux pas encore le quitter, au moins je peux avoir ça. Un endroit qui n'appartient qu'à moi. 14 novembre 1963. J'ai eu une fille. Je l'ai appelée Grace. Elle est belle, parfaite, et je ne la reverrai jamais. L'adoption a été finalisée aujourd'hui. Une bonne famille dans le Minnesota. L'agence dit qu'ils lui donneront tout ce que je ne peux pas. J'ai acheté la maison d'Oakley pour elle, alors si jamais elle vient me chercher, elle aura un endroit où rentrer, mais je ne pense pas qu'elle le fera un jour. Et peut-être que c'est pour le mieux. 8 janvier 1975. J'ai rencontré un homme bien, James Whitmore. Nous nous sommes mariés aujourd'hui. Leonardo est né il y a 3 ans de ce mariage. Je l'aime, mais ce n'est pas Grace. Je la vois dans chaque petite fille que je croise dans la rue. Je me demande si elle est heureuse, si elle pense à moi. La maison d'Oakley reste vide. En attente. Toujours en attente. 22 mars 1995. Leonardo m'a encore déçu aujourd'hui. Il ne se soucie que de l'argent, du statut, des apparences. Tout ce que j'ai appris n'avait aucune importance. Il a épousé Julia parce qu'elle venait de la bonne famille, pas parce qu'il l'aime. J'ai essayé de lui apprendre mieux. J'ai échoué. 14 février 2003. Lily est née aujourd'hui, ma petite fille. Elle me ressemble trait pour trait à cet âge, mais plus encore, elle a quelque chose dans les yeux. Une force tranquille, une vigilance. Margot est bruyante et exigeante.
Tout le monde l'aime immédiatement. Mais Lily est celle qui aura besoin de cette force. Je vois déjà Julia favoriser Margot. L'histoire se répète. Les Cannes doivent toujours se battre plus fort. 30 septembre 2019. J'ai fait un léger AVC aujourd'hui. Les médecins disent que je vais m'en remettre, mais il est temps de se préparer. Je laisse la maison à Lily. Le fonds fiduciaire que j'ai construit pour Grace, la fille que je n'ai jamais connue, ira à Lily à la place. Grace n'est jamais rentrée. Mais Lily a besoin d'un foyer, a besoin d'une fondation, a besoin de preuves que quelqu'un voit sa valeur. Je laisse la maison dans un état terrible exprès. Leonardo pensera qu'il gagne quand je mourrai. Il donnera les clés à Lily, s'attendant à ce qu'elle échoue. Mais si elle a mon sang, si elle a ma force, elle la reconstruira. Et en reconstruisant la maison, elle se reconstruira elle-même. 6 mois. C'est tout ce qu'il faut pour prouver que l'on est une battante. La maison lui enseignera ce que je n'ai pas pu dire de mon vivant. Tu es digne. Tu es forte. Tu es suffisante. 5 mai 2020. Dernière lettre. Lily, si tu lis ceci, tu l'as fait. Tu as reconstruit la maison. Tu t'es prouvé. J'aurais aimé pouvoir te dire tout ça de mon vivant. Mais certaines leçons ne peuvent être apprises que par la lutte. Cette maison était destinée à Grace, la fille que j'ai perdue. Maintenant, elle est à toi. Les femmes de notre famille doivent se battre pour leur place. Nous ne l'héritons pas. Nous la construisons de nos propres mains. Tu as fait cela. Tu as revendiqué ta fondation. Je suis si fier de toi, ma chère fille. Construis ta vie. Construis-la audacieusement et sans excuse. Tout mon amour par-delà la distance entre la vie et la mort. Grand-mère. Poès. Les planches de parquet de la chambre principale cachent un dernier cadeau. 3e planche à partir de la fenêtre sous le tapis. Je pleurais si fort que je pouvais à peine voir quand j'ai fini de lire. J'ai couru en bas vers la chambre principale, j'ai tiré le tapis et j'ai compté les planches de parquet à partir de la fenêtre. La 3e avait un petit espace. Je l'ai soulevée avec précaution. À l'intérieur se trouvait une boîte en bois, une bague en diamant, simple, élégante, probablement des années 1940, et en dessous, une pile de billets de $100. Je les ai comptés 2 fois, $10 000, et une note de la main de ma grand-mère, pour ton avenir, quel qu'il soit. Je me suis assise sur le sol de la chambre, entourée des lettres de ma grand-mère, tenant la bague et l'argent, et j'ai enfin compris. Tout avait été intentionnel. La maison en ruine, l'exigence des 6 mois, même la trahison de mes parents. Elle l'avait prédit, compté dessus, parce qu'elle savait que j'avais besoin de me le prouver à moi-même. J'avais besoin de me battre pour quelque chose et de gagner à mes propres conditions. La maison n'avait pas été une punition. Ça avait été un test, et je l'avais réussi. Avec le dernier cadeau de ma grand-mère, les 10 000 en espèces plus ce qui restait du fonds fiduciaire, je pouvais enfin terminer la maison comme elle le méritait. Diego a terminé les travaux électriques début janvier. L'inspecteur municipal est venu, a examiné chaque prise et chaque filet assigné avec un sourire. C'est un travail de manuel, a-t-il dit. Mieux que la plupart des nouvelles constructions que je vois. Rebecca et moi nous sommes occupés de la cuisine ensuite. Nous avons installé des comptoirs en marbre provenant d'une vente de succession, du vrai Carrare récupéré d'une rénovation de manoir pour une fraction du prix de détail. Les armoires bleu marine que Gérald nous avait données étaient superbes contre le marbre blanc et les luminaires en laiton. La salle de bain est devenue une œuvre d'art. La baignoire sur pied que nous avions trouvée se trouvait sous une fenêtre que nous avions agrandie, laissant entrer une lumière naturelle qui faisait briller les carreaux de métro blanc. Nous avons installé une pomme de douche à effet pluie, des luminaires de style vintage et des sols chauffants, un luxe que je n'aurais jamais cru pouvoir m'offrir. En février, la maison était terminée. Pas parfaite. Il y avait encore des bizarreries. Une planche de plancher qui grinçait dans le couloir. Une fenêtre qui se coinçait par temps humide. Le fantôme d'une tache d'eau au plafond que je n'ai jamais pu complètement éliminer. Mais elle était belle. Et elle était à moi. Je me tenais dans le salon un matin, une tasse de café à la main, et je regardais simplement. Les murs vert sauge, les parquets en bois franc restaurés qui brillaient d'un éclat miel à la lumière du matin, les bibliothèques encastrées remplies de mes livres d'architecture et de la collection vintage d'Eleanor.
La cheminée que nous avions restaurée était maintenant fonctionnelle. Tu l'as fait, dit Rebecca depuis l'embrasure de la porte. Elle était restée après une nuit de travail tardif pour installer les derniers luminaires. Nous l'avons fait, ai-je corrigé. Elle sourit. Alors, quoi maintenant? C'était la question, n'est-ce pas? La maison était finie. J'avais rempli l'exigence des 6 mois, même dépassé. L'héritage était en sécurité. Mes parents étaient légalement interdits de me contacter. J'avais gagné, mais gagner n'était pas une fin. C'était un début. J'ai une idée, dis-je lentement. Mais c'est fou. Les meilleurs le sont généralement. Je sortis mon ordinateur portable et lui montrai le plan d'affaires sur lequel j'avais travaillé pendant des semaines. Étude de marché, projection financière, une déclaration de mission, espace seconde chance, consultation abordable en rénovation de maisons pour les personnes qui reconstruisent leur vie. Je veux aider d'autres personnes à faire ce que j'ai fait, expliquai-je. Parents célibataires dans de vieilles maisons qu'ils ne peuvent pas se permettre de réparer. Des gens qui ont hérité de maisons familiales mais ne savent pas par où commencer. Quiconque a besoin d'une seconde chance. Rebecca fit défiler le plan, ses yeux s'écarquillant. Lily, c'est en fait viable. Tu as l'expertise, le portfolio, elle fit un geste autour de la maison, et une histoire à laquelle les gens se connecteront. Je facturerai sur une échelle mobile, j'apprendrai aux gens à faire le travail eux-mêmes quand c'est possible, je les mettrai en contact avec des gens comme Diego et Gérald, je construirai un réseau. Cela pourrait vraiment fonctionner, murmura Rebecca. Je sais que c'est risqué. Je devrais quitter le café, investir la plupart de mes économies pour commencer. Fais-le, dit-elle immédiatement. Je ferai le branding et le marketing. Nous y arriverons. Cet après-midi-là, j'ai donné mon préavis de 2 semaines à Thomas à la librairie. Il a souri quand je lui ai parlé des espaces seconde chance. Eleanor serait si fière, a-t-il dit. Elle a toujours cru qu'il fallait donner au suivant. Je vais nommer le fonds de bourse d'études en son honneur, ai-je dit. Une famille par an bénéficiera d'une rénovation entièrement financée, le fonds Héritage Eleanor Whitmore. Les yeux de Thomas se sont embués. Elle adorerait ça. J'étais en train de peindre l'enseigne de mon bureau à domicile, un solarium converti avec des fenêtres sur 3 côtés, quand quelqu'un a frappé à la porte. C'était un samedi après-midi de fin février. Rebecca était à la quincaillerie pour acheter des fournitures, et je n'attendais personne. À travers la fenêtre, je pouvais voir un homme que je ne reconnaissais pas. La quarantaine, bien habillé, mais pas ostentatoire. Il avait des yeux gentils. J'ai ouvert la porte avec prudence. « Puis-je vous aider, Lily Whitmore » demanda-t-il. « Oui, je suis Richard Morgan, le frère de Julia, votre oncle. J'avais rencontré l'oncle Richard peut-être 3 fois dans ma vie. Il avait toujours été le mouton noir de la famille de ma mère, un architecte alors que tout le monde se lançait dans la finance ou le droit. Il avait déménagé à Seattle des années auparavant et revenait rarement. « Qu'est-ce que vous faites ici » ai-je demandé, non pas méchamment, mais avec prudence. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé, de l'affaire judiciaire, de la maison. Il jeta un coup d'œil derrière moi à l'intérieur rénové. Je suis en froid avec Julia depuis environ 3 ans maintenant. Nous nous sommes disputés à cause des mêmes problèmes que vous avez rencontrés. Favoritisme, manipulation. J'ai finalement rompu. D'accord, dis-je lentement. Mais pourquoi êtes-vous ici? Parce que ta grand-mère m'a demandé de ne pas intervenir, mais je détestais te voir te débattre. Et parce que je suis architecte et que j'ai entendu dire dans les milieux juridiques que tu avais terminé une incroyable rénovation et que je voulais la voir de mes propres yeux. Je l'étudiais. Il semblait sincère. Et Thomas avait mentionné une fois qu'Eleanor parlait avec affection de son beau-frère Richard, le seul membre de la famille en dehors de moi qu'elle respectait réellement. « Vous voulez voir la maison » ai-je demandé. « Si vous me le permettez. » Je me suis écarté et l'ai laissé entrer. Richard a traversé les pièces lentement, professionnellement, examinant le travail avec un œil expert. Il a passé sa main le long des moulures, a vérifié les coins où les murs rencontraient le plafond, a testé la stabilité des planchers. C'est un travail exceptionnel, a-t-il finalement dit, surtout pour quelqu'un qui vient de sortir de l'école, l'attention aux détails, le respect de l'architecture originale tout en modernisant la fonctionnalité. Lily, c'est digne d'un portfolio. Merci,
ai-je dit, sentant une chaleur se répandre dans ma poitrine. Votre grand-mère m'a montré vos projets universitaires une fois, a-t-il poursuivi. Elle les avait enregistrés sur son téléphone. Elle les sortait et les montrait à quiconque voulait regarder. Elle était si fière de vous. Ma gorge s'est serrée. Elle ne m'a jamais dit ça. Elle voulait que tu trouves ta propre confiance, mais elle savait que tu en étais capable. Il a fait une pause. Je te dois des excuses. Elle m'a parlé du testament, de son plan. Elle m'a fait promettre de ne pas intervenir. Elle a dit que tu devais faire ça seule. Et moi, je t'ai regardé te débattre sans aider. Je suis désolé. Vous avez honoré ses souhaits, ai-je dit. Je ne peux pas être en colère contre ça. Il a sorti quelque chose de son sac, une mallette en bois. Ce sont ceux de ta grand-mère, ses outils de dessin des années 1960, et ses livres d'architecture. Éléanore voulait que tu les aies, mais Julia a refusé de te les donner après les funérailles. Je les ai finalement récupérés de la succession. J'ai ouvert la mallette. De magnifiques outils de dessin vintage, parfaitement conservés. Compas, règles, crayons, des choses qu'Éléanore avait utilisées pour dessiner et rêver. Je ne peux pas accepter ça. Elle voulait que tu les aies, dit Richard fermement. Et je veux t'offrir autre chose. Un mentorat. J'ai des contacts dans le monde de l'architecture et de la rénovation. J'aimerais t'aider à transformer Second Chance Species en quelque chose de concret. Vous êtes au courant de ça. J'ai fait mes recherches avant de venir ici. Il sourit. Tu es ma nièce, Lily, et tu fais quelque chose d'extraordinaire. Laisse-moi t'aider. Laisse-moi être la famille qui est réellement là. J'ai regardé cet homme que je connaissais à peine, m'offrant quelque chose que mes parents n'avaient jamais fait. Un soutien sans condition. D'accord, ai-je dit. Merci. 3 semaines plus tard, Richard m'a appelé avec une nouvelle à laquelle je n'étais pas préparé. Lily, je dois te dire quelque chose. C'est à propos de Leonardo. Tout mon corps s'est tendu. Il me poursuit à nouveau. Non, rien de tel. La voix de Richard était douce. Il est malade. Un cancer du pancréas de stade 3. Les médecins lui ont donné 6 à 12 mois. Je me suis assise lourdement sur les marches du porche. Il m'a demandé si je pouvais. Si je pouvais te demander si tu serais prête à le voir juste une fois. Il veut te parler. Non, ai-je dit immédiatement. Je comprends. Je lui ai dit que je pensais que c'était peu probable. Il n'a pas le droit de faire ça, continuai-je, ma voix s'élevant. Il n'a pas le droit d'être mourant et de vouloir soudainement une clôture. Il a eu toute ma vie pour être un père, et il a choisi de ne pas l'être. Tu as absolument raison, dit Richard. Tu ne lui dois rien. J'ai juste promis que je demanderais. J'ai raccroché et je me suis assise sur le porche pendant un long moment, regardant les enfants du quartier jouer au basket-ball dans la rue. Une partie de moi se sentait justifiée. Il mourait et il voulait quelque chose de moi et je pouvais dire non. J'avais ce pouvoir maintenant, mais une autre partie de moi, une partie plus petite, plus calme, se demandait si je le regretterais. Pas pour lui, pour moi. Cette nuit-là, j'ai appelé Rebecca. Qu'est-ce que je fais, ai-je demandé. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Une partie de moi veut lui dire d'aller pourrir en enfer, mais une partie de moi pense, et si j'avais besoin de lui dire au revoir? Et si j'avais besoin de cette clôture? Alors fais-le pour toi, dit Rebecca. Pas pour lui. Rencontre-le si tu as besoin de dire ce que tu as à dire. Mais seulement si c'est pour ta guérison, pas pour la sienne. J'ai rappelé Richard le lendemain matin. Une seule rencontre, dis-je. Un lieu public. Tu es là en tant que témoin, et je pars quand je suis prête. Pas de culpabilité. D'accord, dit Richard. Nous nous sommes rencontrés dans un café du centre-ville, terrain neutre. Richard est venu me chercher et mis à conduite, un signe de soutien silencieux. Mon père était déjà assis à une table de coin quand nous sommes arrivés. J'ai failli ne pas le reconnaître. Il avait perdu au moins 40 livres. Sa peau avait une teinte grise et ses mains tremblaient légèrement lorsqu'il levait sa tasse de café. Le cancer le rongeait déjà. Lily, a-t-il dit en me voyant. Sa voix était rauque. Merci d'être venu.
Je me suis assise en face de lui. Richard a pris un siège à la table d'à côté, assez près pour intervenir si nécessaire, assez loin pour nous laisser de l'espace. Je n'ai pas beaucoup de temps, a dit Leonardo, sautant les civilités. Alors, je vais être direct. J'ai été un père terrible pour toi. Je n'ai rien dit. J'ai juste attendu. Ma mère, ta grand-mère, elle a été déçue de moi toute ma vie. Tout ce que je faisais était mal à ses yeux. J'ai choisi l'argent plutôt que le sens, le statut plutôt que la substance. J'ai épousé Julia parce qu'elle venait de la bonne famille, pas parce que je l'aimais. Il a pris une inspiration tremblante. Quand tu es né, tu ressemblais exactement à ma mère. Chaque fois que je te regardais, je voyais son jugement. Je voyais tout ce que je n'étais pas. Alors, tu m'as puni pour ça, ai-je dit doucement. Oui. L'aveu sembla lui coûter quelque chose. J'ai favorisé Margot parce qu'elle ne me rappelait pas mes échecs. Elle était facile à aimer parce qu'elle ne me poussait pas à être meilleure. Toi. Tu me rappelais chaque jour que je n'étais pas l'homme que j'aurais dû être. Est-ce que ça a marché, ai-je demandé. Me rendre invisible t'a fait te sentir mieux avec toi-même? Non. Il baissa les yeux sur ses mains tremblantes. Cela m'a fait me haïr davantage. Et quand tu as réussi, quand tu as reconstruit cette maison avec rien d'autre que de la détermination et du talent, j'ai vu que ma mère avait raison depuis le début. Tu as sa force, son intégrité, tout ce qui me manque. La confession resta suspendue entre nous comme de la fumée. Je ne peux pas annuler ce que j'ai fait, a-t-il poursuivi. Je ne peux pas te rendre ton enfance ni le père que tu méritais. Je peux seulement dire que je suis désolé. J'ai eu tort et tu méritais tellement mieux. J'ai senti des larmes me piquer les yeux, mais j'ai gardé ma voix stable. J'avais besoin d'entendre ça. Non pas parce que j'ai encore besoin de ta validation. Je n'en ai pas, mais parce que tu dois le dire avant de mourir. Il a hoché la tête, acceptant la distinction. Je te pardonne, papa, ai-je dit, et j'ai regardé son visage se froisser de soulagement. Mais pas pour toi, pour moi. Pour que je puisse clore ce chapitre sans que l'amertume empoisonne le reste de ma vie. Merci, a-t-il murmuré. Mais je ne veux pas de relation, ai-je continué. C'est un au revoir. J'espère que tu trouveras la paix dans le temps qu'il te reste. Je me suis levé. Il a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Ta grand-mère serait si fière de toi, a-t-il dit. J'aurais aimé l'être. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Richard et moi sommes sortis du café ensemble. Je n'ai pas regardé en arrière. Dans la voiture, je me suis enfin laissé pleurer. Pas pour mon père. Il avait fait ses choix, mais pour la relation que nous aurions pu avoir s'il avait été assez courageux pour m'aimer. Tu as fait la bonne chose, a dit Richard doucement. Je sais, ai-je dit. Ça fait juste mal quand même. La bonne chose fait généralement. Le printemps est arrivé sur Oakley Avenue comme une promesse tenue. Le jardin que j'avais planté a commencé à fleurir. Des roses, de la lavande, les mêmes fleurs qu'Eleanor avait aimées, selon ses lettres. Second Chance Species était officiellement enregistré comme entreprise. J'avais pris mes 2 premiers clients, une mère célibataire avec une vieille victorienne pleine de courants d'air et un jeune couple qui avait hérité d'une maison familiale qu'ils ne pouvaient pas se permettre de réparer. Je leur enseignais les mêmes choses que Gérald et Diego m'avaient enseignées. Comment évaluer une structure, comment trouver des matériaux abordables, comment voir le potentiel dans un désastre. C'était en avril que j'ai reçu l'appel qui allait tout changer. Mademoiselle Whitmore, c'est Jennifer Collins du registre d'adoption de l'État. Nous avons quelqu'un qui cherche des informations sur Eleanor Catherine Whitmore. Mon cœur s'est arrêté. Quel genre d'informations? Une femme nommée Grace Catherine Morrison. Elle est née en 1963 et a été placée en adoption. Elle a cherché sa mère biologique pendant plusieurs années. Notre base de données ADN vous a identifié comme une parente génétique. Grace, la fille dont Eleanor avait écrit, la fille pour laquelle elle avait acheté cette maison. Elle est vivante, ai-je murmuré. Oui. Et elle est très intéressée par l'idée de se connecter avec sa famille. Seriez-vous prête à échanger des coordonnées? Oui, absolument. Oui. 2 jours plus tard, j'étais assise dans le même café où j'avais rencontré mon père,
attendant une femme que je n'avais jamais rencontrée, mais à laquelle je me sentais en quelque sorte lié. Grace Catherine Morrison entra à exactement 15 heures. Elle avait 75 ans, élégante dans une simple robe bleue, avec des cheveux argentés et des yeux qui étaient sans équivoque ceux d'Eleanor. « Lily » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. Grace. Nous nous sommes regardés un long moment. Puis, simultanément, nous avons toutes les deux commencé à pleurer. « J'ai cherché si longtemps », dit-elle en nous asseyant. Je savais que j'étais adopté, mais les dossiers étaient scellés. Ce n'est qu'avec la généralisation des tests ADN que j'ai pu commencer à chercher. Et puis j'ai trouvé la nécrologie d'Eleanor, et il était 4 ans trop tard. Elle n'a jamais cessé de penser à toi, dis-je, sortant les lettres. Elle t'a écrit pendant 60 ans. Les mains de Grace tremblèrent en lisant les mots d'Eleanor. Des larmes tombèrent sur les pages alors qu'elle absorbait l'histoire d'une jeune femme qui avait abandonné sa fille par nécessité, non par choix. Elle a acheté cette maison pour toi, expliquai-je. Elle voulait que tu aies un endroit où rentrer si jamais tu la trouvais. Puis-je la voir, demanda Grace. 1 heure plus tard, nous nous tenions devant le 37 Seoakley Avenue. La réaction de Grace fut tout ce que j'avais espéré. Elle a traversé chaque pièce lentement, touchant les murs comme s'ils étaient sacrés. Quand elle a vu les outils de dessin d'Eleanor exposés dans mon bureau, elle s'est effondrée complètement. Je suis devenu architecte, a-t-elle dit en larmes. Je n'ai jamais su qu'elle l'était aussi. Je n'ai jamais rien su d'elle. Et pourtant, j'ai choisi le même chemin. Génétique ou coïncidence cosmique, dis-je doucement. Peut-être les deux. Elle se tourna vers moi. Parle-moi d'elle. Dis-moi tout. Nous avons passé le reste de l'après-midi dans le jardin, et je lui ai raconté toutes les histoires dont je me souvenais. Le rire d'Eleanor, son amour des vieilles maisons, sa farouche indépendance, la façon dont elle me glissait des biscuits quand j'étais triste. Comment elle m'avait appris à voir la beauté dans les choses brisées. Elle m'a laissé cette maison, dis-je. Mais elle était destinée à toi. Tout ce temps, elle t'attendait. Grace secoua la tête. Non, elle l'a laissée à la bonne personne. Tu en avais besoin, Lily. Et tu l'as rendue belle. Tu l'as honorée d'une manière que je n'aurais jamais pu faire. Alors que le soleil se couchait, peignant la maison d'une lumière dorée, Grace se tourna vers moi avec une proposition. Je suis à la retraite, dit-elle. Mon mari est décédé il y a 5 ans. Je n'ai pas d'enfant, et j'ai des économies que je comptais donner à des œuvres de bienfaisance. Elle fit une pause. Et si j'investissais plutôt dans Second Chance Species? Nous pourrions en faire une véritable organisation à but non lucratif, aider des dizaines de familles, faire de cela l'héritage d'Eleanor, pas seulement une seule maison, mais un mouvement. Je la regardai. Vous êtes sérieuse? 250 000 $, dit-elle. Pour commencer. Nous pouvons demander des subventions, trouver des sponsors. J'ai des contacts dans le monde de l'architecture. Je peux aider à obtenir des partenariats. Pourquoi feriez-vous cela? Parce que ma mère a acheté une maison pour me donner une fondation que je n'ai jamais eue. Maintenant, je peux aider à construire des fondations pour d'autres. C'est ce qu'elle aurait voulu. J'ai regardé la maison, notre maison, la maison d'Eleanor, et j'ai senti les pièces du puzzle s'assembler. C'était pourquoi tout s'était passé ainsi. La trahison, la lutte, la découverte des lettres. Tout menait à Grace trouvant son chemin vers la maison. À la vision d'Eleanor s'étendant au-delà de tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Oui, ai-je dit. Faisons-le. Grace sourit. Eleanor sourit et me serra dans ses bras. Bienvenue dans la famille, murmura-t-elle. La cérémonie de désignation de monument historique était prévue pour le premier samedi de mai. La Société historique de conservation de la ville avait approuvé le 37 Seoakley Avenue pour le statut de monument historique, l'une des 12 seules maisons victoriennes du quartier à recevoir cette désignation. La plaque porterait l'inscription « La maison Eleanor et Lily Whitmore, 1924/2025 ». Beauté dans les choses brisées. Tout le quartier s'était déplacé. Plus de 100 personnes se pressaient dans la cour avant et débordaient sur le trottoir. Des membres du conseil municipal, la presse locale, des gens que j'avais aidés via Second Chance Species, et bien sûr, ma famille choisie, Rebecca, Richard, Thomas, Gérald, Diego et sa famille. Grace se tenait à mes côtés sur le podium,
solide et réel, sa présence, un cadeau que je digérais encore. Le maire a prononcé les discours d'ouverture sur la conservation historique et le renouveau communautaire. Le directeur de la société historique a présenté la désignation officielle. Puis ce fut au tour de Grace de parler. Je n'ai jamais connu ma mère biologique, a-t-elle commencé, sa voix claire et forte. Eleanor Whitmore m'a donné en adoption en 1963 parce que la société ne lui laissait pas le choix. Pendant 60 ans, elle s'est demandé où j'étais, si j'étais heureuse, si je pensais à elle. Elle leva les lettres. Elle m'a écrit fidèlement, même si elle savait que je ne les lirais jamais. Elle a acheté cette maison comme un phare, espérant que je retrouverais le chemin de la maison. Sa voix se brisa légèrement. Je l'ai trouvée trop tard. Mais j'ai trouvé sa petite fille. J'ai trouvé cette maison. Et j'ai trouvé l'héritage qu'Eleanor a laissé non seulement en briques et mortier, mais dans la leçon qu'elle a enseignée, que nous construisons nos fondations de nos propres mains. Elle se tourna vers moi. Lily a reconstruit cette maison à partir de ruines. Et ce faisant, elle s'est reconstruite elle-même. Maintenant, ensemble, nous allons aider d'autres à faire de même. Grace a annoncé le fonds Héritage Eleanor, une dotation d'1 demi-million de dollars pour financer des rénovations de maisons pour les familles dans le besoin. 5 familles par an recevraient un financement et un soutien complet. La foule a éclaté en applaudissements. Puis ce fut mon tour. Je me suis avancé vers le microphone, regardant tous ces visages. Des gens qui m'avaient aidé. Des gens que j'avais aidés. Des gens qui m'avaient vu passer d'invisible à indéniable. Il y a 1 an et demi, ai-je commencé. Je me tenais devant une maison que je pensais être une punition. Ma sœur a eu un pantouse. J'ai eu une ruine. Et je pensais que cela signifiait que je ne valais rien. J'ai fait une pause, rassemblant mes pensées. Mais ma grand-mère savait quelque chose que je ne savais pas. Elle savait que nous ne découvrons pas notre force quand tout est facile. Nous la découvrons quand nous devons reconstruire à partir des cendres. J'ai regardé la maison. Ma maison. La maison d'Eleanor. La maison de Grace. Toutes les nôtres. Cette maison m'a appris que je ne suis pas défini par ce que les autres choisissent de me donner. Je suis défini par ce que je choisis de construire. Et elle m'a appris que la famille n'est pas toujours le sang. Parfois, ce sont les gens qui arrivent avec des outils et des encouragements quand vous êtes au plus bas. Mes yeux ont trouvé Rebecca, qui pleurait ouvertement. Puis Gérald, Thomas, Diego, Richard, toutes les personnes qui m'avaient choisi. Ma grand-mère a acheté cette maison en attendant que sa fille revienne à la maison. Grace a trouvé son chemin ici 60 ans plus tard. Et maintenant cette maison, cette belle maison brisée et reconstruite, va être un phare pour tous ceux qui ont besoin de se rappeler. Que vous êtes digne d'être sauvés, que les choses brisées peuvent devenir belles, que vous méritez une fondation. J'ai fait un signe de tête à Grace. Ensemble, nous avons coupé le ruban. La plaque de bronze a été dévoilée. Maison Eleanor et Lily Whitmore, construite en 1924, restaurée en 2025. Beauté dans les choses brisées. La foule s'est précipitée pour les visites. La réception dans le jardin a commencé. Les caméras des informations locales ont tout capturé. Et à ce moment-là, entouré de personnes qui m'aimaient, debout devant une maison que j'avais construite de mes propres mains, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais ressenti auparavant. Complète. J'étais en train de montrer la cuisine à un groupe de visiteurs quand Rebecca apparut à mon coude. Margot est là, dit-elle doucement. Mon estomac se serra. Elle viole l'ordonnance de restriction. Elle est à la limite de la propriété, ne la franchissant pas, juste debout. Je m'excusai et me dirigeai vers le portail d'entrée. Margot se tenait sur le trottoir, faisant attention à rester en dehors de ma propriété. Elle avait l'air différente, plus mince, sans maquillage. Ses cheveux étaient attachés en une simple queue de cheval et elle portait un jean et un t-shirt simple. Rien qui ne soit digne d'Instagram. Je sais que je ne devrais pas être ici, dit-elle immédiatement en me voyant. Je sais que je ne suis pas la bienvenue. Je voulais juste. J'ai vu la couverture médiatique et je voulais le voir en personne. J'attendis, les bras croisés. C'est magnifique, Lily. Tu es incroyable et je suis. Sa voix se brisa. Je suis tellement désolé pour tout. Tu as déjà dit ça, ai-je répondu prudemment. Je sais, et je sais que désolé ne répare rien.
Elle leva un jeton de sobriété. 6 mois de sobriété, 6 mois de thérapie. J'ai trouvé un emploi chez Target. Je rembourse mes dettes. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. Elle regarda la maison avec une admiration sincère. Tu as fait ça. Tu as pris la pire chose qu'il t'ait jamais faite et tu l'as transformée en quelque chose d'incroyable. Et j'ai essayé de la détruire parce que j'étais jalouse et brisée et que je ne savais pas comment être autre chose que la jolie qui recevait tout. Pourquoi es-tu vraiment là, Margot? Parce que j'essaie de devenir quelqu'un que je peux respecter. Et une partie de cela est d'assumer ce que j'ai fait. Ne pas le jouer pour les caméras ou la sympathie, juste le reconnaître. Elle me tendit une carte de visite. Je suis bénévole pour une organisation à but non lucratif qui aide les survivants de la violence domestique. Ton ami Diego a mentionné que Second Chance Species travaille parfois avec eux. Je regardais la carte. Un refuge pour femmes avec lequel j'étais en pourparlers pour un partenariat potentiel. Quand tu seras prête, dit Margot, si tu es un jour prête, j'aimerais aider. Pas en tant que ta sœur, juste en tant que quelqu'un qui a besoin de faire mieux, qui veut redonner. Je l'étudiais. L'ancienne Margot aurait mis en scène ce moment, en aurait fait son arc de rédemption, l'aurait posté en ligne pour obtenir de la sympathie et des likes. Cette Margot se tenait juste là, vulnérable et réelle, ne demandant pas pardon, mais offrant d'agir. Je ne suis pas prête pour une relation, dis-je finalement. Mais si tu es sérieuse au sujet du travail, vraiment sérieuse, pas de mise en scène. Second Chance Species a un programme de bénévolat. Tu peux postuler comme tout le monde. Pas de traitement de faveur. Je ne voudrais pas de traitement de faveur, dit-elle. Je veux juste une chance de faire quelque chose de réel. Alors prouve-le. Prouve-le. Montre-moi que tu as changé, ne me le dis pas. Elle hocha la tête, acceptant la limite. Merci de ne pas avoir complètement claqué la porte. Personne ne mérite la grâce, dis-je. C'est pourquoi on l'appelle la grâce, mais elle se gagne par l'action, pas par les mots. Nous restâmes silencieux un instant, puis elle se tourna pour partir. Margot, l'appelai-je. Elle s'arrêta. Je te pardonne, mais le pardon ne signifie pas la réconciliation. Cela signifie que je ne porte plus tes choix. Ce que tu fais de ta seconde chance, c'est à toi de voir. Les larmes coulèrent sur ses joues. Je ne la gâcherai pas. Je la regardais s'éloigner, sentant quelque chose bouger dans ma poitrine. Pas de réconciliation, pas de confiance, juste la possibilité. La porte n'était pas ouverte, mais elle n'était pas complètement scellée non plus. Et c'était suffisant. 1 an plus tard, c'est une soirée d'hiver et je suis assise dans la chambre principale du 37C Oakley Avenue, regardant tout le chemin parcouru. Second Chance Species est maintenant une organisation à but non lucratif enregistrée 501C3. Nous avons une équipe de 15 entrepreneurs, designers, travailleurs sociaux. Nous avons réalisé 47 rénovations de maisons au cours de l'année dernière, nous sommes partenaires de 3 refuges pour victimes de violences domestiques, de 2 organisations de soutien aux vétérans et d'un programme de réinstallation de réfugiés. Grace est ma co-directrice. Nous dînons ensemble chaque semaine, elle me raconte des histoires sur sa vie et je lui raconte des histoires sur Eleanor. Nous visitons la tombe d'Eleanor ensemble chaque 14 février, jour de l'anniversaire de Grace, et le jour qui a tout changé. Richard est notre conseiller. Il nous a aidés à obtenir des subventions et des partenariats avec de grandes entreprises d'architecture. Il est devenu l'oncle dont je ne savais pas avoir besoin. Rebecca vit dans l'appartement grenier converti. Nous sommes colocataires et partenaires commerciaux, et elle sort avec une femme merveilleuse qu'elle a rencontrée lors d'un de nos ateliers. Le quartier s'est transformé. 12 maisons victoriennes sur Oakley Avenue font maintenant partie du quartier historique. La valeur des propriétés a augmenté de 40%, mais nous nous sommes battus pour qu'elles restent abordables, en travaillant avec la ville sur des programmes de contrôle des loyers et d'accession à la propriété. Gérald est décédé paisiblement dans son sommeil le mois dernier. Nous avons tenu le service commémoratif dans mon jardin. Sa famille nous a demandé si nous pouvions planter un arbre en son honneur. C'est un érable japonais et il commence déjà à bourgeonner. La fille de Diego étudie l'architecture à l'université d'État. Je lui ai écrit sa lettre de recommandation. Thomas a pris sa retraite et a vendu la librairie, mais il est bénévole à notre bureau 2 fois par semaine, s'occupant des papiers et racontant des histoires sur Eleanor à quiconque veut bien l'écouter.
Leonardo est décédé en octobre, 7 mois après notre rencontre au café. Je suis allé aux funérailles mais je n'ai pas parlé. Julia a essayé de m'approcher, mais je me suis poliment excusé. Certains ponts sont mieux laissés brûler. Et Margot. Margot a terminé le programme de bénévolat de Second Chance Species. Elle a travaillé discrètement, n'en a pas parlé en ligne, s'est simplement présentée et a aidé à peindre des murs et à transporter du matériel. Après 6 mois, nous l'avons embauchée comme coordinatrice de projet. Elle est bonne dans ce qu'elle fait, organisée, empathique, humble d'une manière qu'elle n'avait jamais été auparavant. Nous ne sommes pas proches. Nous ne le serons probablement jamais, mais nous travaillons ensemble professionnellement, et parfois nous prenons un café après un projet. Ce n'est pas encore la fraternité, mais c'est quelque chose. Je sors aussi maintenant. Son nom est Sam Rivera, le cousin de Diego, un ingénieur civil que j'ai rencontré lors d'un projet communautaire. C'est lent et sain et basé sur le respect mutuel. Il trouve ce que je fais incroyable et n'essaie jamais de s'en attribuer le mérite. La maison elle-même est un centre communautaire. Nous y organisons des ateliers chaque mois. Compétences en rénovation de bricolage, littératie financière pour les primo-accédants, base de la conception architecturale. Nous gérons une bibliothèque d'outils dans le garage. Le toit-terrasse est utilisé pour les réunions communautaires. Mais en ce moment, c'est calme. Juste moi assise dans la chambre où Eleanor a caché sa dernière lettre, regardant tout ce que j'ai construit. Je sors mon journal. J'en tiens un depuis la cérémonie du monument. La tradition d'Eleanor se poursuit. Chère grand-mère Eleanor, cela fait presque 2 ans que j'ai trouvé ta maison. Notre maison. Grace et moi avons planté plus de roses aujourd'hui. Elle m'a raconté son enfance. Elle a eu une belle vie. Des parents adoptifs aimants. Elle est devenue architecte sans jamais savoir que tu l'étais aussi. Elle dit, peut-être que certaines choses sont écrites dans notre ADN. Je pensais qu'être une gagnante signifiait prouver à maman et papa qu'ils avaient tort. Mais gagner signifiait en fait prouver que j'avais raison, que je méritais plus, que je pouvais le construire moi-même, que j'avais toujours été suffisante. La maison est plus que finie maintenant. Elle est vivante. Chaque semaine, quelqu'un de nouveau franchit cette porte rouge en quête d'espoir. Et j'ai la chance d'être la personne dont j'avais besoin quand j'étais perdu. Tu m'as appris que les choses brisées valent la peine d'être sauvées. Que nous construisons nos fondations de nos propres mains. Que la famille, ce sont ceux qui sont là, pas ceux qui partagent notre sang. Papa est mort en pensant que tu avais tort à son sujet. Mais tu n'avais pas tort. Tu as juste vu un potentiel qu'il a refusé de reconnaître. J'espère qu'il a trouvé la paix. Maman a envoyé une lettre le mois dernier. Je ne l'ai pas lue. Peut-être un jour. Peut-être pas. Certaines portes restent fermées pour de bonnes raisons. Mais Margot essaie. Vraiment essaie. Et j'apprends que le pardon ne signifie pas effacer le passé. Cela signifie ne pas le laisser empoisonner l'avenir. Tu me manques. J'aimerais que tu puisses voir ce que cette maison est devenue. Mais je pense que peut-être tu le peux. Je pense que peut-être tu savais depuis le début comment cela se déroulerait. Tu m'as donné des ruines et tu as appelé ça de l'amour. Et tu avais raison. Merci pour la maison. Merci pour l'épreuve. Merci d'avoir cru que je la réussirais. Tout mon amour, Lily PS. J'écris un livre. La maison qui m'a reconstruite. Grace aide. Nous reversons tous les bénéfices au fonds héritage. Je pense que tu approuverais. Je referme le journal et regarde par la fenêtre Oakley Avenue. La neige tombe doucement, recouvrant le quartier de blanc. Les maisons brillent d'une lumière chaude. Les familles s'installent pour la soirée. Cette maison était le rêve reporté d'Eleanor. Le foyer de Grace qui a attendu 60 ans. Ma fondation quand je n'en avais aucune. Maintenant, c'est un phare pour quiconque a besoin de se souvenir. Vous n'êtes pas ce que les autres décident de vous donner. Vous êtes ce que vous choisissez de construire. Les choses brisées peuvent devenir belles. Vous méritez une fondation. Et parfois, la pire chose qui vous soit jamais arrivée est en fait la meilleure chose déguisée. Je me lève et descends. Rebecca est dans la cuisine en train de faire du thé. Grace lit sur le canapé. Elle reste parfois. Dans la chambre d'amis,
que nous avons peinte en vert sauge. Mon téléphone vibre. Un texto de notre nouveau client. Je viens de finir de peindre la chambre de ma fille. Elle a pleuré quand elle l'a vu. Merci de m'avoir appris que je pouvais faire ça. Je souris et réponds par texto, vous l'avez fait vous-même. Je vous ai juste montré que vous pouviez. Dehors, la neige continue de tomber. La maison est solide et chaude, les lumières brillent dans l'obscurité hivernale. Et je suis à la maison. Non pas parce que quelqu'un me l'a donnée, mais parce que je l'ai construite. Le fonds Héritage Eleanor Whitmore a aidé 127 familles à reconstruire leur maison et leur vie. Le quartier historique d'Oakley Avenue comprend désormais 34 maisons victoriennes rénovées. Second Chance Species opère dans 12 villes des États-Unis. Grace Catherine Morrison et Lily Whitmore ont publié La maison qui m'a reconstruite en 2027. Il est devenu un best-seller du New York Times. Tous les bénéfices soutiennent le fonds Héritage. Leonardo Whitmore est décédé en octobre 2025. Ses derniers mots à son ex-femme Julia auraient été « Nous nous sommes trompés sur elle ». Julia Whitmore vit en Floride. Elle et Lily ne se sont pas parlé depuis 3 ans. Margot Whitmore a célébré 2 ans de sobriété en avril 2027. Elle est maintenant directrice de la sensibilisation communautaire pour Second Chance Species. Elle et Lily prennent un café ensemble une fois par mois. Le 37C Oakley Avenue est un rappel. Vous n'êtes pas défini par ce que les autres choisissent de vous donner. Vous êtes défini par ce que vous choisissez de construire. Et les choses brisées valent toujours la peine d'être sauvées.